Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 22 novembre 2024. C'est presque un mois, ça, avant Noël. Au programme, on va prendre des nouvelles des travaux de la Commission parlementaire québécoise sur les impacts des écrans sur la santé et le développement des jeunes. On va parler du RISC, le grand réseau informatique du monde de l'éducation et de la recherche au Québec, qui célèbre cette année ses 35 ans. On va parler avec Calcul Québec et prendre des nouvelles du premier ordinateur quantique québécois. On va parler d'histoire ou de causes inusitées qui se retrouvent devant la justice avec un avocat spécialisé en IA. Et puis on va parler avec quelqu'un de chez Radio-Canada qui va nous expliquer pourquoi on doit maintenant s'identifier pour pouvoir utiliser leur application audio. On va également recevoir la visite de Liette Lamonde de Prompt qui vient nous présenter deux innovateurs du Québec. Et d'ailleurs, je tiens à remercier les gens de Prompt qui soutiennent financièrement la production de cet épisode de Mon Carnet. Merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Sinon, mes collègues, ils sont là. Il y a Thierry Weber qui nous amène en Suisse pour nous présenter le dynamisme des startups helvétiques. Stéphane Ricoul parle du Quantum AI et Jean-François Poulain nous propose une rencontre avec un auteur qui parle de UX. Et puis avant tout ça, on ira faire un tour à Paris pour retrouver Jérôme Colombin qui est sous la neige pour parler d'actualité numérique. Alors voilà pour le programme de Mon Carnet cette semaine. Maintenant, permettez-moi de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à François Pelletier, Edith Couture et Guy Maisonnave. Et puis aussi Christophe Chapdelaine et Anita Courten. Ces deux derniers écoutent Mon Carnet depuis YouTube. Alors, je voulais faire un petit bonjour à ces gens-là. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter sur YouTube. D'ailleurs, YouTube qu'on découvre comme étant le leader dans le domaine du podcast aux États-Unis. Alors voilà, salutations donc si vous m'écoutez à partir de YouTube. Sinon, pour tout le monde, pour tout le reste, pour ces 5 auditeurs, mais aussi pour vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez présentement entre vos deux oreilles, je vous souhaite à tous, d'abord je vous remercie d'être là, mais je vous souhaite à tous une bonne écoute. Et puis, on poursuit dans un instant en allant rejoindre Jérôme Colombin de l'autre côté de l'Atlantique pour parler avec lui d'actualité. Salut Bruno Guglielminetti. Salut Jérôme Colombin. Ravi de te retrouver. Quel temps fait-il à Montréal? Beaucoup plus beau qu'à Paris. Chez nous, la neige n'est pas encore arrivée. En tout cas, à Montréal, la neige n'est pas là, tandis que chez vous, c'est déjà Noël. Et puis, c'est un sujet de discussion, mais je pense qu'au moment où les gens écouteront, apparemment, ce sera le redout. Donc. Dis-moi, Bruno, cette semaine, c'est Microsoft qui a fait l'actu sur ton continent, en plus. Oui, à Chicago, c'était la grande fête annuelle de Microsoft. Je pense qu'ils ont balancé quelque chose comme 800 annonces. C'est énorme. Wow. Beaucoup de services, beaucoup de nouvelles fonctionnalités. J'en ai parlé presque à tous les jours dans 120 secondes de tech. Mais il y a deux trucs que je trouve importants. Et il y en a un, notamment, c'est l'arrivée du mini PC dans l'univers Windows. Ça fait longtemps que ça existait du côté des Mac, mais là, c'est comme si c'est la première fois que Microsoft embrasse ce genre de petit boîtier, alors que ça fait un moment que ça existe aussi dans le monde Windows, là, mais ce petit boîtier qui va permettre d'utiliser de façon plus simple et de façon plus discrète le monde Windows. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors c'est bien, c'est marrant, ça arrive après l'annonce d'un nouveau Mac Mini. Oui, quel adon. Voilà, mais c'est pas du tout la même chose, si j'ai bien compris. C'est un petit appareil qui est réduit à sa plus simple expression. C'est une espèce de terminal idiot, en fait, non? Pas vraiment idiot parce qu'il y a quand même un processeur qui roule là-dessus, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus près d'un Chromebook qui permet d'accéder à l'écosystème de Google en ligne que le Mac Mini qui permet quand même de faire du montage vidéo super puissant. Sauf que pour la majorité des gens qui nous écoutent, ce type de mini ordinateur-là qui coûte quelque chose comme $350 US, là, ça va faire amplement l'affaire. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Et quand je disais que je trouvais ça intéressant que Microsoft embrasse ce type d'outil-là, c'est que tranche de vie. Moi, ça fait un moment là maintenant que j'ai laissé tomber la grande tour dans mes outils Windows. Moi aussi. Pour utiliser un PC mini. C'est un truc chinois, mais j'adore ça. Ça prend beaucoup moins de place. Ça me donne le même rendu. Je fais du montage audio, vidéo là-dessus, et c'est beaucoup plus simple et c'est discret. C'est amusant. Et donc tu as c'est quand même ton ordi fixe. Et t'as à côté un ordi portable, c'est ça?
Oui, mais là, ordi portable, ça, c'est autre chose. Ça, c'est un Mac et puis je l'utilise quand je pars, quand tu pars sur la route, voilà. faire des histoires. Ouais. Moi, c'est petite parenthèse dans notre débrief, mais c'est vrai que c'est amusant. Moi, c'est pas la même configuration. Moi, j'utilise uniquement un portable, en fait. Tu m'avais pas dit que tu avais une salle de serveur, toi? Si, absolument. Avec, il y a 4 personnes en permanence qui se relaient, plus la sécurité, plus la climatisation, etc. Ouais. Voilà, j'ai dû supprimer la moitié de mon appartement. Non, plus sérieusement, moi, j'avais à un moment ça, 2 ordi, un fixe et un portable. Et puis, en fait, je suis revenu et c'était pas mal parce que les documents se synchronisaient automatiquement, mais il y avait quand même parfois des petites surprises et des petits délais. Et du coup, je suis revenu à la configuration uniquement le portable, le laptop. Et moi, je passe tranquillement, allègrement, du bureau à d'autres pièces de la maison ou ailleurs, etc. Mais j'emporte toujours ma machine que je branche et que je débranche ensuite sur un grand écran avec mais toi, tu as une grande résidence. Moi, j'ai un petit appartement. Là, mais c'est cela, oui, n'importe quoi. À part ça, Bruno, il y avait aussi... Mais il y a autre chose, là. Ouais, voilà. Alors, je veux pas qu'on l'oublie, lui. Non, on va pas l'oublier, t'inquiète pas. Merci. Déjà, il y avait un truc sur moi qui a retenu mon attention cette semaine sur les agents d'intelligence artificielle, mais on va pas en parler. Oui, t'en as parlé cette semaine. Absolument, j'ai fait un billet un peu spécial là-dessus parce qu'il y a plein de choses à dire, mais surtout si on reste sur le côté matériel, il y a eu des annonces également en matière de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Ouais, ben là, tu penses au Quest, le casque de Meta, qui va permettre à compter, c'est dans 2 semaines, 2-3 semaines, à compter de décembre, qui va maintenant accueillir Windows 11 dans son écosystème et donc les gens, un peu comme le Vision Pro, mais à $4 500 de différence. De moins. Ils vont pouvoir donc, à partir d'un Quest 3 ou d'un Quest 3S, qui coûte déjà beaucoup moins cher que le Vision Pro, lui-même. $4 500 de moins. Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. C'était ça ma blague. Bon. Ok, pardon. Oui, non, mais c'est vrai parce qu'en fait, Microsoft là, c'est pas un appareil Microsoft, c'est juste Windows 11 qui va devenir compatible avec le Quest. J'aime bien ton juste, mais oui, effectivement. Quand même, hein. Pardon, excuse-moi de minimiser ton idole Microsoft et ton idole Windows, hein. Pardon, Bruno. Non. Hein. T'es pardonné. Bon, je t'ai interrompu. Finis ta démonstration. Oui, non, c'est ça. Alors, ce que je te disais, c'était que donc, à partir du mois de décembre, pour les gens qui possèdent un de ces 2 casques-là, dépendamment de la version, vous pourrez accéder à des écrans Windows 11 sur votre casque, comme si vous étiez devant votre ordinateur. Exactement ce que le Vision Pro fait, pour beaucoup plus cher. Et ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour les gens qui ont investi donc ce $500 dans un casque, parce que ça permet de pouvoir l'utiliser pas uniquement pour le divertissement, mais maintenant de l'utiliser avec plusieurs écrans devant soi et de vraiment pouvoir travailler, accéder à des documents, regarder des films si on veut, si on utilise son ordinateur pour ça. Mais je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour les gens qui veulent travailler de plus en plus dans un environnement immersif. Ça veut dire que effectivement, c'est peut-être vraiment une des directions pour le futur. On parlait à l'instant de nos configurations respectives. Demain, peut-être qu'on utilisera de temps en temps le laptop, le portable, de temps en temps l'ordinateur de bureau, ou plus vraisemblablement à la place le Quest pour avoir, enfin le Quest ou en tout cas un masque connecté pour son environnement de travail. Hein, c'est peut-être ça vraiment la configuration de demain, tranquillou dans le fauteuil. Et chez Microsoft, ils ont appelé ça comment? L'informatique spatiale? Spatial computing, comme chez Apple. C'est drôle, hein, parce que tu dis ça, puis ça m'a bien fait rire. À un moment donné, il y a des gens qui disaient qu'ils devaient laisser tomber le nom copilote pour parler de Microsoft Intelligence. Ouais. C'est pour te dire comment il y a des gens qui regardent de l'autre côté de la clôture. Mais non, pour le moment, on est dans c'est le service Windows. Windows. Bon, écoute, non, mais en tout cas, c'est vraiment une annonce intéressante. Je suis tout à fait d'accord. On a hâte de voir si c'est aussi bien en vrai que dans la petite vidéo de démonstration. Parce que, bon, parfois, on peut avoir des surprises sur ce truc-là. Ouais. Donc, ça... Hey, Jérôme, moi, soyons vraiment transparents, pendant qu'on branchait nos caméras, nos fils et compagnie, tu me racontais que tu viens de faire une expérience avec ChatGPT à ton sujet. Ça, c'est pas du narcissisme. Tu as demandé ce qu'il savait à ton sujet. Oui, alors bon, ça c'est un truc classique. Depuis longtemps, on se dit sur ChatGPT, c'est les premiers tests qui avaient été faits. On se dit, on teste, est-ce qu'il me connaît, etc. Mais là, ChatGPT, c'est devenu un ami pour beaucoup de gens et notamment pour moi. Un ami dans ton cas.
Et alors oui, pour la version vocale, c'est une amie, mais sur mon ordinateur, je sais pas, je vois plutôt comme un ami. Bref, de toute façon, il parle pas, c'est que du texte. Mais je lui ai demandé ce qu'il savait sur moi. Et effectivement, sa première réponse était étonnante parce qu'il m'a dit pas du tout, mais moi je ne sais rien, je ne connais pas votre nom, je ne connais pas vos goûts, vos machins, etc. Je lui dis non. Je lui dis bon, alors par rapport à tout ce que je t'ai raconté et demandé ces derniers mois, est-ce que tu pourrais brosser mon portrait? Et alors là, il s'est lâché. Hein. Il m'a tout sorti, donc en détail. Ça s'intitulait Portrait de Jérôme Colombin. Il y a tout. Me parle de mon travail. Il me dit, il sait que j'ai une voiture électrique. Il sait que j'aime la ratatouille. Il se trompe un petit peu. Il sait que j'ai des amis qui s'appellent François Sorel et Bruno Guglielminetti. Et puis il se trompe un peu. Enfin, je dirais j'ai fait un épisode spécial de Monde Numérique pour raconter tout ça parce que je trouve que c'est hyper intéressant. C'est exact à 80-90%, on va dire, mais il y a une petite marge d'hallucination, pas d'hallucination, de confusion en réalité. Il me sort que j'ai un chien, que j'aime la trompette, etc. Et en fait, bien c'est ce que j'explique dans ma chronique, c'est que je pense que ça vient en réalité de recherches qui ont été faites non pas par moi, mais plutôt par ma fille ou par ma femme qui utilise le même compte parfois. Et donc, une serait intéressée par la trompette et l'autre voudrait un chien. Alors, sur le chien, ça me surprend pas. Sur la trompette, j'avoue que je suis tombé des nues. Je ne sais pas d'où vient cette histoire de trompette. Mais est-ce que ChatGPT pourrait avoir un accès plus direct à ton subconscient? C'est la question que je me pose. Là. Je ne sais pas, je vais pas poser la question. En revanche, je lui ai posé plein de questions sur je lui ai demandé si c'était pas un peu gênant qu'il sache tout sur moi. Alors, il s'est défendu, il m'a dit que non, c'était pour mettre plus de contexte dans les réponses. Et je pense que c'est ça le point qui est important, c'est que on pourrait, par rapport à cette anecdote que je raconte, avoir peur et se dire « Oh là là, mais c'est horrible, c'est nos données qui sont à nouveau captées. » Mais en réalité, c'est vrai que c'est très intéressant qu'il fasse ça parce que ça lui donne de la mémoire, ça lui donne beaucoup de profondeur. Et par exemple, aujourd'hui, quand je lui demande de me faire un petit travail de me faire une petite bio, de me rédiger un petit portrait de moi dont j'ai besoin pour le boulot, etc. Et ben, en 2 clics, en fait, en 3 mots, il me le fait parce qu'il me connaît déjà. Et du coup, j'apprécie énormément qu'il me connaisse. Je lui parle de ma formation au podcasting, là, donc j'en ai beaucoup parlé. Quand je lui pose des questions là-dessus, il sait tout. Il sait comment ça s'appelle, il sait combien ça coûte, il sait quand ça a été préparé. Donc, c'est ça aussi. On rentre, je trouve, dans un nouveau paradoxe où, d'un côté, on va avoir envie que les IA sachent tout de nous, mais d'un autre côté, ça risque aussi de poser des problèmes de vie privée. Mais je t'écoute, puis j'ai l'impression que la prochaine étape dans l'interface relationnelle de l'intelligence artificielle, ça va être de commencer à prendre des nouvelles. Par exemple, de dire, puis, comment ça fonctionne ton podcast? Comment va tel projet que tu as démarré? Là, on va avoir, ça sera rendu à un autre niveau. Ah ouais, bien sûr, mais c'est déjà un peu ça. Hein. Tu peux déjà, c'est ça aussi quand je me demande si on pourrait pas lui poser des questions du genre, voilà, quand est-ce que ma voiture est tombée en panne et puis il va me ressortir la date. Ah, ça, sûrement, c'était quoi le problème, etc. Une espèce de mémoire annexe, quoi. Alors quand tu vois que par exemple dans les écoles, les enfants confient de plus en plus leurs devoirs à ChatGPT et que les profs sont en panique, ils se demandent à quoi ça sert de donner des devoirs à la maison, c'est la preuve qu'une fois de plus en plus, on va transférer une partie de notre cerveau dans ces cerveaux artificiels. Mais tu vois, ce que tu dis, ça, c'est parce que c'est ChatGPT. Mais si tu utilises... C'est pareil avec... Mais non, mais c'est ça. Non. Mais si tu utilises Copilot ou tu utilises Gemini, qui sont embarqués dans leur écosystème, là, eux ont accès à toute cette information. Ben oui, voilà, exactement. Alors, ta panne, ton rendez-vous et le dernier resto où tu as été, ces outils-là, eux vont le savoir parce qu'ils ont accès à cette information-là. Alors, et c'est là la différence aujourd'hui entre ChatGPT et les autres. Ouais, mais je ne sais pas s'ils le sauront. En tout cas, est-ce qu'ils diront qu'ils le savent? C'est-à-dire que ça voudrait dire qu'ils vont comme ça agréger plein d'infos. Il va falloir donner des autorisations. Il y aura des niveaux d'autorisation, tu vois. Ce sera pas open bar par défaut en réalité. Parce qu'il faut savoir quand même, il faut dire aux gens qui pourraient être inquiets de cela que on peut se protéger contre ça. Il y a des réglages à faire. Tout à fait. Il y a des règles. On peut dire à ChatGPT de pas tout enregistrer. Déjà, quand on n'a pas la version payante, je crois qu'il enregistre moins de choses, il a moins de mémoire. Ensuite, on peut demander
un effacement des données après coup. On peut lui demander qu'il oublie des choses, etc., etc. Mais en tout cas, tu parles de copilote, etc. L'expérience que j'ai faite, je crois, d'après les retours que j'ai eus sur les réseaux sociaux, c'est à peu près la même chose avec Claude d'Anthropic ou avec d'autres IA, en fait. Avec Mistral, par exemple. D'ailleurs, parlant de Mistral, t'as vu, non, mais ils ont, avec leur chat ou leur chat, ils ont monté d'un cran, là. Ouais, ça commence à être compétitif avec, bien sûr que ça va être compétitif. Mais ça ne l'était pas auparavant. Mais là, ça l'est. Moi, je l'ai utilisé quelques fois cette semaine et j'étais vraiment agréablement surpris du rendu. Donc, tu es content des petits Français, de l'IA à la française, alors? Comme on dirait chez nous, ils sont pas pires. Bon. Ça promet. De ton côté, tu nous parles de quoi? Cette semaine, mon cher Bruno, je parle de ChatGPT, bien entendu, mais ChatGPT pour les enfants et en tout cas pour les collégiens et leurs parents et leurs enseignants, avec un chercheur français, Pierre-Yves Oudéier, qui a écrit un bouquin sur l'IA. C'est pas moi, c'est l'IA. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est un livre très très facile d'accès, très illustré et tout. Et derrière ça, en fait, c'est toute la question de comment utiliser l'intelligence artificielle quand on est un ado aujourd'hui et quand on est un élève aussi. Et ça tombe pile poil puisque justement, OpenAI vient de de publier un guide pour aider les enseignants à utiliser l'intelligence artificielle. Et puis je parle d'apprentissage des langues par intelligence artificielle. C'est une entreprise française qui s'appelle Lingeo qui lance un outil d'apprentissage grâce à l'IA qui va permettre de contextualiser, d'avoir des conversations en rapport avec les centres d'intérêt qui nous intéressent vraiment. C'est-à-dire qu'on arrêtera d'apprendre l'anglais en parlant de choses totalement insignifiantes, des sujets qui sont pas rigolos. Là, on pourra avoir des histoires qui véritablement nous plaisent. Si on aime le foot, on apprendra l'anglais en parlant de foot, etc., etc. Et ce n'est autre que Luc Julia, notre star nationale de l'intelligence artificielle, qui m'en parle parce que il a soutenu cette entreprise depuis le début. Et donc, il explique un peu tout ce que l'IA peut apporter à l'apprentissage des langues. Et puis, avec le prospectiviste Olivier Parent, qu'on retrouve une fois par mois dans Monde Numérique, il nous parle d'un film de science-fiction et il nous parle cette semaine de Retour vers le futur 2, qu'il décrypte pour voir en quoi ça influence notre imaginaire en matière de tech. Jérôme Colombin, merci d'être passé comme ça chez nous. Et merci puis, Bruno Guglielminetti, pareillement. J'invite mes auditeurs à aller écouter Mon Numérique tout de suite après l'écoute de mon carnet. Et puis sinon, te retrouver pendant la semaine, tu es là aussi présent pour tes différents billets que j'aime bien d'ailleurs, autant en audio ou par écrit. C'est gentil, Bruno. Vraiment bien foutu. Tout comme tes 120 secondes de tech qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux pour ne rien rater de la tech au quotidien. Merci, Bruno. Salut, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Vous travaillez en technologie ? Alors inscrivez-vous à la nouvelle infolettre gratuite InfoBref Pro Techno. Elle résume chaque mois les nouvelles et tendances à connaître pour exploiter les technologies pour votre travail ou votre entreprise. InfoBref Pro Techno. Inscrivez-vous à infobref.com/MC ou en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. De retour à mon carnet. La commission parlementaire spéciale sur les impacts des écrans sur la santé et le développement des jeunes, dirigée par la députée Émilie Dionne, poursuit sa tournée dans les écoles cette semaine pour comprendre l'impact des écrans et des réseaux sociaux sur les jeunes, et ce après avoir consulté des experts déjà en septembre et très bientôt lancé une consultation en ligne pour la population en général. Pour faire le point sur les travaux de cette commission, on va aller rejoindre la présidente de cette commission, mais également la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Bonjour, Madame Dionne. Bonjour. Si on se parle aujourd'hui, je le disais dans la présentation, c'est parce que vous présidez les travaux d'une commission parlementaire qui s'intéresse à l'impact des écrans et des réseaux sociaux sur les jeunes. Le mandat, comment vous pourriez le définir, le mandat de votre commission? Le mandat a été donné en juin et je vous dirais que c'est une commission qui est transpartisane. Donc, l'ensemble des 125 députés de l'Assemblée nationale a voté en juin pour la création d'une commission spéciale qui vise justement à se questionner sur l'utilisation des écrans et son contenu. Alors, on parle de temps et on parle aussi de contenu et de voir à émettre des recommandations en mai 2025 au gouvernement sur comment mieux encadrer l'utilisation des écrans. Donc, à partir de ce mandat-là, c'est certain qu'il y a des sous-mandats ou des sous-thèmes qui nécessairement qui font surface, comme la cyber-intimidation. On parle aussi des outils pédagogiques, justement, qui utilisent le numérique. Donc, c'est vraiment un mandat qui est
assez large, je vous dirais, mais qui, justement, inclut les différentes sphères de l'utilisation du numérique. Donc, je pense que c'est une prise de conscience collective, je vous dirais aussi, qui se passe, parce que dès la formation de la commission, là, on a eu beaucoup de gens nous ont interpellés. Je vous dirais même les parents, les grands-parents. Tout le monde a son petit quelque chose à dire sur les écrans dans nos vies, dans notre quotidien. Alors, effectivement, il y a eu une première phase en septembre de consultation en audition publique à l'Assemblée nationale. Donc, là, on a entendu différents experts de différents domaines, des gens du monde de l'éducation également, donc, qui sont venus nous dire, justement, qui sont venus nous présenter des mémoires et nous expliquer un peu leur point de vue. Ensuite de ça, bien, pour nous, c'était l'élément crucial, vraiment, c'était d'aller à la rencontre des jeunes. Et ça, c'est ce que vous avez fait plus récemment, là. Oui, exactement. On vient de compléter une 2e semaine de tournée. Donc, on a identifié 6 régions au Québec avec différents angles de types d'écoles, des écoles publiques, des écoles privées, des écoles qui ont des programmes spéciaux également, des écoles qui ont également des mesures. Parce que oui, le ministère a décrété une réglementation là, quant à l'utilisation des cellulaires en classe. Il y a quand même des écoles qui, depuis quand même quelques années, ont déjà des règles à l'intérieur des murs de l'école. Donc, on voulait s'assurer justement d'avoir un portrait assez diversifié aussi des jeunes, des différentes régions, de milieux favorisés, défavorisés. Donc, c'est ça. Donc, on est à la 2e semaine, puis il y en a qui nous disent, ben, tu sais, je pense pas que les jeunes soient aptes à vous dire comment quoi leur dire ou comment faire pour mieux les encadrer, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de mieux comprendre leur réalité. Vous savez, nous, on n'est pas nés dans cette ère-là. Puis, comme on entend aussi, nous, à notre génération, on avait quand même des cabines téléphoniques sur les coins de rue. On avait le bon vieux téléphone avec qui on communiquait pour appeler nos amis, notre famille. Maintenant, il faut aussi comprendre aujourd'hui que ces vieux téléphones-là n'existent plus. Donc, pour les jeunes aussi, le téléphone est aussi un moyen principalement, je vous dirais, un moyen de communiquer avec les amis, avec la famille éloignée. Alors, ça fait partie des nouvelles technologies de notre quotidien d'aujourd'hui, mais il reste qu'il y a aussi des effets néfastes comme ce qu'on entend beaucoup là, depuis 2 semaines, c'est vraiment au niveau de leur dépendance aux écrans. Puis, ils sont très lucides, je vous dirais. Ils nous parlent à cœur ouvert. Ils sont conscients aussi de l'utilisation qu'ils en font, puis ils nous le nomment. Ils nous nomment le problème. Ils disent, Madame Amélie, moi, des fois, je veux aller passer un petit 10 minutes sur TikTok, voir des vidéos pour me détendre. Puis là, à un moment donné, je me rends compte que ça fait 1 heure que je suis sur mon téléphone. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant de les entendre. On va revenir sur ce que les jeunes vous ont dit jusqu'à maintenant, mais je vais revenir aux audiences que vous avez tenues en septembre. Qu'est-ce qui, vous a plus surpris? Je vous dirais l'aspect au niveau... il y a plusieurs... les écrans ont un effet différent selon la catégorie d'âge. Il faut comprendre ce qui nous frappe aussi, là, puis que plusieurs scientifiques, plusieurs spécialistes s'entendent pour dire qu'entre 0 et 5 ans, on évite ou on limite. C'est le stade du développement du cerveau, du développement des aptitudes comportementales. Et là, on se fait dire justement, tout le temps que les enfants passent sur les écrans, c'est du temps qu'ils ne passent pas à développer leur langage, développer leur cerveau, développer leurs aptitudes comportementales. Donc, on voit justement à travers les tranches d'âge que l'impact des écrans est différent. Je vous dirais au niveau des jeunes, de l'adolescence, on constate beaucoup une différence entre les garçons et les filles quant aux effets. Les jeunes filles se comparent beaucoup sur Instagram. On compare leur vie beaucoup avec les influenceurs qu'ils suivent, les influenceuses. Donc, ça a comme un effet sur l'estime de soi. Au niveau des garçons, on l'a entendu souvent aussi pendant les consultations, c'est le gaming, hein, le jeu vidéo. Puis là, je veux pas perdre parce que je veux être le meilleur. Donc, ça crée à un moment donné des excès de colère ou le fait de se faire tuer dans un jeu. Alors, casse la manette. Puis des fois, même les enfants, ils nous disent très franchement, tu sais, j'ai des comportements inappropriés envers mes parents, je réponds mal à mes parents. Donc, il y a vraiment différents constats comme ça. Puis, je dois vous confier aussi que moi, j'ai une fille de 22 ans qui, quand elle est née, on se questionnait pas autant. Puis, je regarde, c'est justement les jeunes de sa tranche d'âge, je les ai questionnés aussi en dehors des consultations. Puis,
eux autres, ils s'autorégulent. Ils ont été capables de s'apercevoir que le cellulaire est un élément de distraction, que ça crée une dépendance. Donc, on voit beaucoup de jeunes de la vingtaine aussi s'autoréguler, cacher leur téléphone dans leur sac quand ils sont à l'université, quand ils font leurs travaux. Donc, c'est intéressant de voir justement les effets des écrans et de leur contenu aussi par rapport aux tranches d'âge. Puis, puis je vous dirais, là, ce qui me... ça m'a pas tant surpris, mais ce qui est une évidence, puis qui est vraiment, je vous dirais, quasi unanime, c'est que vous savez, il y a des âges minimales pour être sur certains réseaux comme Snapchat, TikTok. Donc, je voudrais qu'en 90%, quand on a nos enfants, qui a menti sur son âge pour avoir accès au réseau? Et là, c'est vraiment, là, c'est unanime, presque unanime. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est quand on leur demande est-ce que vos parents le savent? Mais bien souvent, les parents vont justement le savoir aussi, puis acquiescer à ça. Donc, on constate là, que de plus en plus, quand on consulte des jeunes plus âgés et plus jeunes, que de plus en plus, le cellulaire fait partie de la vie des jeunes en bas âge. Les jeunes de moins de 12 ans qui ont un cellulaire aujourd'hui, vraiment assez impressionnant. Donc, ça, c'est ce que vous avez entendu, ce qui vous a impressionné en septembre lors de toutes ces présentations. Maintenant, quand vous avez rencontré les jeunes, avez-vous l'impression qu'ils sont venus vous confirmer ce que vous aviez entendu en septembre? Sont venus confirmer en grande partie, oui, des propos qu'on a entendus en septembre, mais sont venus vraiment nous aider à comprendre quand même leur réalité terrain. Puis je vous dirais qu'il y a des commentaires qu'on a entendus aussi que c'était pas si évident que ça quand on a rencontré les experts. Puis, vous savez, c'est sûr qu'une audition en commission parlementaire dans une salle de commission versus aller sur le terrain comme ça, je dirais que c'est quand même différent. Mais ce qu'on a entendu des jeunes, puis qu'on n'a pas beaucoup entendu en commission, c'est qu'ils veulent avoir des règles. Ils le souhaitent. Ils nous disent même, vous savez, Mme Amélie, moi, mes parents, ils m'ont donné un cellulaire à 10 ans, mais c'est à eux de me dire si c'est trop jeune ou si c'est petit ou si je devrais attendre. Nous, on ne le sait pas. Puis les jeunes qui ont eu accès aux réseaux sociaux dès leur jeune âge, aujourd'hui, qui ont 16-17 ans, ben, ils s'en font pour leur petit frère et leur petite sœur parce qu'eux ont vécu aussi cette ère-là où ils ont eu accès aux réseaux sociaux dès leur jeune âge et qui constatent qu'ils ont quand même eu accès à du contenu inapproprié pour leur âge et qui constatent aussi qu'ils n'ont pas l'effet de le discernement puis le jugement à 15 ans alors qu'à 10 ans, dans le fond. Donc, c'est intéressant aussi de voir ces jeunes-là qui ont évolué puis qui ont eu des comptes avec, justement, en mentant sur leur âge aujourd'hui, nous dire que, ouais, je pense que vous devriez peut-être vous attarder un petit peu plus sur un âge minimal. Vous le disiez, vous avez une grande fille, puis maintenant elle est à l'université. Je suis persuadé que dans votre commission, il y a plusieurs députés qui sont parents. Vous avez votre rôle comme député, vous avez votre rôle comme membre de la commission, mais vous êtes d'abord et avant tout des parents. Comment les parents se sont trouvés face à toute cette information-là? On a été très sensibilisés, puis on a vraiment fait un examen de conscience nous-mêmes quand on a entendu ces choses-là. Puis même moi, je me suis remémorer ma fille étant plus jeune, puis ce qu'elle me confiait aussi des fois que, bon, mais quand elle revenait de l'école, en attendant que j'arrive, elle commençait à aller voir des vidéos sur Google, sur YouTube. Puis on est plus en mesure aujourd'hui d'observer nos enfants, puis le comportement qu'ils ont aussi, puis de peut-être plus les questionner. Alors, j'ai une collègue là, qui a 5 enfants à la maison, donc de différents âges. Fait qu'elle aussi, elle se questionne parce qu'elle met des règles à la maison, mais là, de ce qu'elle entend, ben c'est sûr que des fois, on se dit, ben, tu sais, moi, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça, ou, tu sais, c'est certain le réflexe qu'on a eu, c'est de nous, dans notre propre famille, OK, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'aurais pu faire aussi à l'époque. Donc, parce que nous, vous savez, en tant que député, on travaille beaucoup, donc le CPAS, c'est un outil quand même omniprésent dans nos vies. Donc, même, je vous dirais que j'ai changé quelques comportements. Parfois, je verbalise à ma fille, ben, j'en ai pour 1 heure, je dois prendre mon cellulaire pour le travail, mais après, je suis avec toi. Tu sais, ça m'a vraiment aidé à prendre conscience de des choses qu'on fait machinalement, hein, tu sais, notre enfant nous parle, puis là, oups, on a un message qui rentre, puis automatiquement, on va voir notre message. Donc, ça nous touche aussi beaucoup en tant que parents. Quelles sont les prochaines étapes pour la commission?
Alors là, on a complété cette deuxième semaine de tournée. On a lancé une consultation en ligne, alors sur le site de l'Assemblée nationale, parce que comme je vous disais, je pense que c'est une prise de conscience collective. Donc, on souhaite vraiment entendre les jeunes de 14 ans et plus, mais également universitaires et tout ça, les parents, les grands-parents, les gens du secteur d'éducation. Donc, cette consultation en ligne-là va être disponible jusqu'au 31 janvier 2025. On aura une autre phase de consultation aussi au retour des travaux parlementaires à la fin janvier. Je dirais qu'il y a des questions qu'on veut approfondir aussi. Vous savez, c'est pas évident hein, quand on parle d'une majorité numérique puis de son applicabilité. On se rend compte que si la majorité des jeunes ont été capables de se créer des faux comptes, des comptes avec de faux âges, là, c'est pas évident. Donc, il y a vraiment des choses qu'on veut approfondir à ce niveau-là. Et en mai 2025, ce sera le dépôt du rapport final avec des recommandations qu'on fera au gouvernement. Bon, ben écoutez, je vous donne rendez-vous en mai de l'an prochain pour parler de ces conclusions avec vous. Amélie Dionne, vous êtes députée de Rivière-du-Loup, Témiscouata. Et c'est pour ça que je vous parlais, présidente de la commission parlementaire spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes. Merci beaucoup de parcourir le Québec comme ça pour aller parler avec les jeunes et puis de prendre le temps comme ça de réfléchir parce que dans le fond, vous êtes en train de travailler avec la prochaine génération de citoyens. Oui, puis je vous dirais que c'est quand même rare dans l'histoire de l'Assemblée nationale que se déplacer sur le terrain à la rencontre des jeunes. Donc, pour nous, c'est vraiment un exercice qui est important. Puis, merci beaucoup de m'avoir invité pour vous en parler. Merci. Au revoir. Au revoir. Cette année, le RISC, le Réseau d'information scientifique du Québec, fête ses 35 ans d'existence. Un réseau important à la grandeur du territoire québécois qui évolue d'année en année. Pour parler du risque, de son rôle dans l'évolution de l'Internet au Québec et de son impact dans le secteur de l'éducation et de la recherche, je vous propose cette entrevue que j'ai réalisée avec le PDG du risque, Richard Lacombe, lors de la 34e édition de leur colloque cette semaine. Richard Lacombe, bonjour. Bonjour Bruno. Est-ce que je vous souhaite bonne fête? Oui, certainement. C'est notre 35e anniversaire au risque, fondé en 1989. On est très, très contents de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Je regardais votre présentation ce matin, puis je trouve ça fascinant. La réaction que j'avais quand je regardais, vous avez fait presque l'histoire de l'inforoute au Québec. Le risque, là, c'est le fondement de l'Internet au Québec. Effectivement, c'est le premier point d'accès Internet au Québec. Quand l'Internet est monté au Canada, il y avait 3 points initiaux qui étaient en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Donc, le risque était le premier point de présence. On offrait les services d'accès à l'Internet. On faisait même de la commercialisation de l'Internet. Mais on s'est recentré rapidement sur notre mandat de recherche et d'éducation, qui est notre modèle de mutualisation qui a le plus grand succès autour des établissements. C'est ça, j'allais dire. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous êtes dit, nous, on va se concentrer en éducation et en recherche? En fait, c'était le but premier. C'est-à-dire que cette université se sont joints avec le Centre de recherche en informatique de Montréal, bien sûr des financements provinciaux et fédéraux pour monter l'Internet ici, mais c'était une continuation de ce qui se passait déjà aux États-Unis. Et le premier but, c'était de faciliter la recherche, faciliter l'interaction entre les universités et les chercheurs qui ont besoin de communiquer entre eux. Bien sûr, l'Internet s'est démocratisé, on l'utilise à des fins commerciales, à des fins personnelles, c'est partout aujourd'hui, mais le besoin essentiel, le besoin de la population de recherche, c'est le volume de données qui est extraordinaire. Donc, les chercheurs qui collaborent entre eux, ici au Québec ou à travers le monde, ce réseau-là est une richesse qui permet de déplacer des volumes d'informations dans toutes les sciences qui existent. Et là, vous avez partagé des chiffres, je suis tombé sur le derrière. Quand vous comparez l'an dernier à cette année, là, on parle d'une croissance de 46 % dans la demande de bande passante. Qu'est-ce qui explique ça? Il y a plusieurs facteurs, Bruno. Depuis 4 ans, on voit une augmentation de l'utilisation. Il y a bien sûr des nouveaux campus qui s'installent, il y a des nouveaux membres aussi qui viennent s'installer, nouveaux partenaires qui se rejoignent au risque, mais il y a aussi les décisions gouvernementales de dire aux établissements de délaisser leur centre de données au bénéfice d'aller porter leurs services en info numérique. Donc, nous, dès qu'on a commencé à recevoir ces indications-là gouvernementales, on a demandé à la communauté comment on peut vous aider dans cette transition-là. Ils nous ont demandé de faire la connectivité directe avec les fournisseurs d'info numérique. Ce que l'on a fait, on est le seul partenaire du réseau national, la seule province à faire l'interconnexion directe avec des grands fournisseurs d'info numérique. Et donc, les universités, les cégeps, les centres de services scolaires et les centres de recherche qui commencent à délocaliser leurs données. Bien sûr, ça fait beaucoup de mouvements sur notre réseau. Et la grande richesse, c'est que nous, on ne met pas de plafond sur le transfert de données. Et donc, ils ont la pleine
possession de la vitesse de la lumière qu'on peut mettre sur nos fibres optiques dédiées au Québec, au bénéfice de leur mission. Et ce qui est particulier à vous, au risque, c'est cette approche toujours, parce que le risque, la façon qu'on en parle, là, on a l'impression que c'est un gros tuyau, mais c'est tout l'écosystème de services que vous avez créé autour et qui fait qu'on a l'impression d'avoir devant nous l'image d'une mutualisation qui a bien fonctionné. Effectivement, c'est un joyau au Québec qui est peu connu du public, mais très connu dans notre écosystème. Mais le réseau était initialement que du transport. Et en 2014, on a commencé à offrir des services de protection, des services de cybersécurité. Et au fil du temps, l'offre de services a continué de grandir comme ça. Notre catalogue de services a explosé. On a certainement 3 fois plus de services qu'on en avait il y a 10 ans et toujours basé sur la demande de nos établissements. Donc, beau succès de mutualisation, tu le mentionnais. On a un comité aviseur, un comité consultatif où on fait intervenir l'ensemble de notre réseau en disant quelles sont les nouveautés, quelles sont les avancées que vous souhaitez de nous et on est là pour la communauté. Mais comment vous arrivez? Parce que ce que je trouve, d'année en année, là, je vous regarde aller, vous avez des immenses joueurs. Je pense à McGill, notamment, qui est comme un joyau au Québec. Puis de l'autre côté, vous avez des petites institutions que je n'aimerais pas parce que je ne veux pas les choquer, mais des tout petites institutions. Et tous ces gens-là ont droit au même service. Comment vous arrivez à balancer cette demande-là, puis ultimement qui sert les Québécois, là? Oui, tout à fait. Mais en fait, notre modèle, c'est un modèle de membres. Donc, une série d'institutions qui sont propriétaires du réseau et un certain nombre de partenaires qui viennent se connecter ou brancher à l'usage. Donc, ils payent pour les services qui sont consommés. Et on est vraiment comme un modèle de coopérative, c'est-à-dire que tout le monde contribue à la richesse de ce réseau-là. Donc, au cœur de notre réseau, au cœur des services, ce qui fait qu'on est capable de fournir le service même en région éloignée à moindre coût. Donc, ça, c'est très intéressant pour les institutions. Diriez-vous qu'avec le temps, vous êtes devenu un partenaire du monde de l'éducation, dans le sens où je pense au ministère de l'Éducation. J'ai l'impression que vous êtes devenu comme un joueur clé, parce que aujourd'hui, on est en 2024, on voudra faire tout l'enseignement qu'on veut. Le nerf de la guerre, ça demeure la connectivité. Et ça, vous avez su le développer et le rendre accessible partout à travers le Québec. C'est un maillon fort et important du monde de l'éducation que vous avez. Oui, effectivement. Puis c'est dès les débuts. Donc, en 1989, quand on a commencé à avoir les subventions pour monter le réseau, on a, au fil des années, obtenu aussi l'appui du gouvernement dans leurs priorités. En 2000, on a branché l'ensemble des cégeps. Il y a eu des investissements pour les centres de services scolaires qui ont suivi par la suite. Et même dans le dernier plan d'action numérique 2018-2023, il y avait des cibles et des objectifs spécifiques du gouvernement pour brancher les régions éloignées, brancher les établissements qui n'étaient pas encore branchés sur Internet. Et le risque était le partenaire de choix du gouvernement pour réaliser cette mission. Et là, on parle beaucoup du milieu de l'éducation, mais parallèlement à ça, ou juxtaposé à ce monde-là, il y a tout le monde de la recherche, ou encore là, vous avez la position, c'est vous qui faites que les grands laboratoires de recherche à travers le Québec sont connectés aux grands laboratoires à travers le Canada et ailleurs dans le monde. Oui, effectivement. Donc, le risque est le maillon québécois de ce qu'on appelle le réseau national ou le réseau mondial de recherche et d'éducation. Donc, à travers le Canada, chaque province, chaque territoire a un équivalent risque et il y a un organisme qui est financé au fédéral qui s'appelle Canari. Et donc, Canari a la responsabilité d'interconnecter les différentes provinces, mais aussi la responsabilité de brancher le réseau au restant du monde. Donc, 135 pays collaborent sur ce réseau et c'est des fibres optiques qui sont dédiées, qui sont sous-marines, sous les océans, à travers les continents. C'est un réseau qui est complètement parallèle à l'Internet et qui permet aux chercheurs et aux pédagogues, donc aux professeurs, de communiquer, de collaborer à travers les Amériques, à travers l'océan, à travers l'Europe et de partager des données à la vitesse de la lumière, à la vitesse de ce qu'on est capable d'allumer. Alors donc, c'est quand même des réseaux importants. Il y a 2 enjeux qui se présentent dans les dernières années de façon plus importante. Il y a puis vous avez mentionné, il y a tout le domaine de la cybersécurité, qui est un enjeu important, particulièrement quand on parle des institutions de savoir, de formation. Puis, parallèlement à ça, il y a l'arrivée, champ gauche, de l'intelligence artificielle, qui a été dans le décor depuis longtemps. D'ailleurs, une partie des travaux de recherche de l'IA qu'on utilise depuis 2 ans avec ChatGPT, ça vient d'ici, ça vient de chez nous. Mais comment vous arrivez à répondre et à aider et à accompagner les membres du risque là-dedans? Oui, les établissements nous posent souvent la question comment on peut interagir avec eux sur l'implantation de l'IA ou ce que veut dire l'IA pour eux. Et c'est un petit peu à côté de notre mission, c'est-à-dire qu'on ne va pas à l'intérieur de l'organisation définir les services. Par contre, on peut certainement utiliser l'IA sur notre propre réseau, voir comment on peut optimiser les routes, optimiser la distribution du trafic et utiliser l'IA en protection, en cybersécurité.
L'autre élément où on peut aussi les accompagner, c'est qu'annuellement, comme aujourd'hui, on a notre colloque annuel. C'est une grande fête pour nous parce qu'on vous reçoit plus de 400 personnes ici au Palais des Congrès et c'est toute la communauté d'éducation, d'enseignement supérieur et de la recherche qui contribue, qui collabore, qui échange et ça nous permet de mettre en place des présentations, des conférenciers, des tribunes où on parle d'intelligence artificielle, de ce qui s'en vient, mais aussi comment c'est implanté et ça devient des moteurs d'inspiration pour eux. En terminant, quand on a 35 ans d'existence dans une industrie qui est quand même toute jeune, si on compare au monde de l'automobile ou d'autres, ça représente quoi? Puis quand on regarde en avant, on essaie de voir quoi? C'est une excellente question. Puis les prédictions sont toujours difficiles. Et plus on avance, plus la technologie avance rapidement. On voit qu'on a fait un changement important sur notre réseau il y a 7 ans. Et déjà, on voit qu'on a de l'optimisation à faire du remplacement ou revoir nos protocoles de transfert. Donc, les très longues portées sont difficiles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours au cœur de nos réseaux. Donc, on est bien sûr à l'écoute des priorités du gouvernement. On est à l'écoute aussi des besoins de nos institutions. On est très, très agile comme petite équipe pour se retourner et répondre rapidement à ces besoins. Charles Lacombe, merci beaucoup. Merci Bruno, plaisir. Présent également lors de cette 34e édition du colloque du risque cette semaine au Palais des Congrès de Montréal, Suzanne Talon, c'est la directrice générale de Calcul Québec, qui était venue donner des nouvelles du tout premier ordinateur quantique fait entièrement au Québec, le Monarque, qui sera disponible aux chercheurs à compter de janvier prochain. Voici ma rencontre avec Mme Talon. Suzanne Talon, bonjour. Bonjour. Écoutez, j'ai vu votre présentation sur, j'allais dire, une merveille québécoise qui s'appelle Monarque. Quand vous présentez cet ordinateur-là, oui. Comment vous le présentez aux gens? Alors, Monarque, c'est un ordinateur quantique. C'est un ordinateur entièrement conçu et fabriqué au Québec. Presque fabriqué complètement au Québec. La puce est fabriquée à Waterloo. Mais c'est totalement canadien. Mais c'est totalement canadien, en tout cas. Exactement. C'est un ordinateur supraconducteur. Ça va servir à quoi? Parce que déjà, puis ils ont fait beaucoup de bruit. IBM en a inauguré un. Enfin, en a installé un. Là, il reste encore à le mettre en marche pour qu'il serve à des gens. Mais d'avoir un ordinateur quantique au Québec, à quoi ça va servir? Alors, les ordinateurs quantiques, là, c'est des ordinateurs qui sont encore un peu expérimentaux. C'est-à-dire que on commence à être capable à les utiliser, faire des calculs avec. Ça fait très longtemps qu'on a écrit des algorithmes pour les ordinateurs quantiques. Là. Il y a des algorithmes qui existent depuis une trentaine d'années déjà, mais on n'avait pas de matériel pour les faire rouler. Donc là, maintenant, on commence à avoir du matériel pour les faire rouler, mais ça reste qu'on est dans les premières générations d'ordinateurs. C'est ce qu'on appelle des ordinateurs bruyants, là, une génération d'ordinateurs bruyants. L'idée étant là, que les états quantiques sont des états très instables, et puis bon, faut qu'on arrive à prolonger ces durées de vie-là, etc. et à améliorer la qualité. Par contre, ce que ça permet de faire dès maintenant, ben ça nous permet de nous former, savoir comment utiliser ces ordinateurs-là, d'une part, fait que ça se programme pas de la même façon là, qu'un ordinateur classique. Donc, il faut former toute la nouvelle génération de chercheurs et d'utilisateurs. Et l'autre chose qui est très, très importante, c'est qu'un ordinateur quantique, c'est bon pour certains problèmes. C'est pas bon pour faire n'importe quoi. Et donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on va toujours les utiliser en collaboration avec des superordinateurs classiques. Et toute cette interopérabilité-là entre l'ordinateur classique et l'ordinateur quantique, c'est quelque chose que personne n'a étudié encore. En fait, on est dans les premiers balbutiements. En Amérique du Nord, Calcul Québec est le seul centre de calcul haute performance à avoir un ordinateur quantique dans son centre de données. Il y en a quelques-uns en Europe. Il y en a un au Japon, à Riken, qui est le grand centre de calcul au Japon. Il y en a quelques-uns en Allemagne. Il va y en avoir en France. Mais en Amérique du Nord, on est les seuls à faire ça. Et donc, en fait, là, notre objectif, c'est vraiment d'aller faire des collaborations avec ces centres européens et éventuellement avec les gens au Japon aussi pour mettre en place des nouveaux protocoles, établir des standards. Puis on veut établir des standards internationaux. On veut pas être tout seul dans notre coin, hein, ça marchera pas. Donc, d'où l'importance là, d'établir ces collaborations-là puis de commencer à travailler maintenant. Puis dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, les gens sont pas certains, là, mais tu sais, dans entre 5 et 20 ans, c'est quand même une assez grande marge, on va avoir des ordinateurs quantiques plus performants, moins bruyants. Mais là, à ce moment-là, ben nos chercheurs, nos étudiants seront prêts à les utiliser. Puis nous, on sera prêts à l'héberger parce qu'on aura fait tout le travail de préparation. Donc, ce que j'entends, c'est que vraiment, c'est un outil de positionnement pour le Québec. Complètement. Alors, d'une part, du point de vue de Calcul Québec, qui est dans
l'offre de service pour la puissance de calcul haute performance, et d'autre part pour une compagnie comme Agnon qui fabrique l'ordinateur, pour s'assurer qu'on n'est pas complètement dépendant là, de fournisseurs externes, étrangers. Ça fait une belle vitrine pour ce producteur d'ordinateurs-là? C'est une très belle vitrine et d'ailleurs, notre ordinateur est peut-être pas le plus puissant au monde, mais c'est certainement le plus beau. On pourra vous montrer des photos. C'est aussi un extrêmement bel objet. Vous le disiez, le Québec est un des rares endroits dans le monde qui possède maintenant un ordinateur de la sorte, mais qu'est-ce que ça permet au Québec de faire que les autres ne pourront pas faire? Le fait d'en posséder un. C'est vraiment au niveau de l'intégration avec les supercalculateurs. C'est vraiment ça qui est important. Donc la puissance, l'ordinateur Monarch, c'est un ordinateur qui a 24 qubits. Si vous avez lu un peu au sujet des ordinateurs quantiques, vous savez que ça, on peut le simuler sur un superordinateur. Donc on n'a pas gagné en termes de puissance de calcul. Par contre, utiliser un vrai ordinateur par rapport à un simulateur, c'est pas pareil. Et là où ça fait la plus grosse différence, c'est vraiment, encore une fois, dans l'intégration. Parce que tous les défis, par exemple, il faut que l'ordinateur quantique parle avec l'ordinateur classique. Si on utilise un simulateur, on est déjà sur l'ordinateur classique, donc il n'y a pas d'enjeu. Alors nous, on a l'enjeu, quel est le langage qu'on va utiliser, comment on va faire ça, quelle est la latence. Alors, on n'a pas tellement de problèmes de bande passante avec les ordinateurs quantiques parce que ils traitent pas encore des très gros jeux de données. C'est surtout la taille des jeux de données. C'est pas encore très gros. Mais par contre, la latence est super importante parce que la durée de calcul sur un ordinateur quantique, on est de l'ordre de la microseconde, quelque chose comme ça. Fait qu'en fait, il faut faire plein de fois des calculs de l'ordre de la microseconde. Si on fait du va-et-vient avec l'ordinateur classique à toutes les microsecondes, là, on voit que les latences réseau deviennent très, très importantes, là. Cet automne, on a fait grand bruit du fait que maintenant le Québec était doté de cet appareil-là, mais je vous écoutais puis vous disiez, puis là c'était clair aux gens qui étaient en recherche ici, à partir de janvier 2025, on pourra l'utiliser. D'après vous, d'après les demandes d'intérêt jusqu'à maintenant, quel type de client vous allez avoir? Qui va vouloir avoir accès à cet ordinateur-là? Alors, c'est très varié. Il y a deux catégories principales là, d'utilisation. Un premier domaine de recherche, c'est pour le machine learning, l'apprentissage machine. Donc, il y a toute une littérature en fait autour de l'apprentissage machine sur des ordinateurs quantiques. Et c'est vraiment dans un processus de calcul hybride, en fait, où le calcul quantique travaille en collaboration avec le superordinateur classique. Et donc là, on est vraiment dans le cas de figure où on est très intéressé à être dans le centre de données. Et puis, de manière générale, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle les processus d'optimisation. Donc, le problème du voyageur de commerce, que j'ai rebaptisé le problème de la livraison d'Amazon. Comment livrer 1 million de colis avec 200 camions dans 3200 villes, vu la taille des camions, la taille des colis, quelle est la meilleure façon optimale de livrer tous ces paquets-là. Donc, des problèmes d'optimisation, en fait, on en trouve partout, en logistique, en distribution d'énergie, etc. Là. Donc, c'est des problèmes très répandus et très difficiles, en fait, à résoudre sur des ordinateurs classiques. Puis là, en fait, c'est un des grands messages. L'informatique quantique ne va pas remplacer l'informatique classique. C'est vraiment un outil supplémentaire qu'on donne à la communauté de la recherche, là. C'est un outil supplémentaire qui va être utilisé en conjonction avec l'ordinateur classique. En terminant, Monarch, qu'est-ce que ça représente pour Calcul Québec? D'abord, je vais vous dire d'où vient le nom Monarch. À Calcul Québec, on prend beaucoup soin à nommer nos ordinateurs. C'est un grand exercice. Alors, le Monarch représente donc différentes choses. Alors, c'est un ordinateur quantique. Donc, en physique quantique, on parle de superposition d'états. Puis donc la chrysalide, c'est une superposition de la chenille et du papillon.
Dans le cycle de vie du papillon monarque, on va du Mexique au Québec, et donc on a une intrication des cycles de vie du papillon entre ces deux pays, via les États-Unis. On les oubliera pas. Accessoirement. Et puis finalement, c'est vraiment l'aspect, le papillon, c'est vraiment une transformation. Quand on passe de la chenille au papillon, on a une transformation dans la vie de l'animal. Et la physique, l'ordinateur quantique, ça va être vraiment une nouvelle façon aussi de faire du calcul. Et donc, à quelque part, êtes-vous en train de nous dire que Calcul Québec se transforme d'une chenille à un papillon? Oh non, en fait, on passe d'un papillon à un encore plus beau papillon. Madame Talon, merci beaucoup. Merci. Cette semaine, il y a le cabinet d'avocats Lavry qui a organisé une présentation autour du thème de cas inusités d'utilisation de l'IA et des enjeux qu'il soulevait. Et j'ai trouvé l'idée tellement intéressante que j'ai invité Gaspard Petit, qui est avocat et ingénieur logiciel au cabinet Lavry, pour venir nous parler de quelques-uns de ces cas. Bonjour, Maître Petit. Bonjour, Bruno. Comment allez-vous? Bien, puis merci de revenir comme ça à mon carnet. Les auditeurs se souviendront, au mois d'avril dernier, on parlait des robots conversationnels et à qui tenait la responsabilité des propos et des comportements des robots conversationnels. Ça avait fait réagir, ça, les gens avaient beaucoup aimé. Alors, merci pour ça. Mais là, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle générative. Vous avez tenu un événement cette semaine à votre bureau, mais ça, on va y revenir parce que je veux prendre des nouvelles de votre cabinet. La dernière fois, vous m'aviez vraiment impressionné. Je voyais tout ce que vous étiez en train de faire. Vous me parliez d'un laboratoire juridique que vous avez, chez Lavry, sur l'intelligence artificielle. Et là, en est sorti notamment on va l'appeler comme ça, votre propre ChatGPT. Oui, on célèbre en fait sa première année de service. Donc, je dirais que ça se passe plutôt bien. Là. On surveille l'utilisation. Comme je pense que je vous en avais parlé la dernière fois, là, on a certaines particularités par rapport à notre capacité de suivre finalement les conversations, de vérifier que les questions, les réponses sont utilisées de façon appropriée. On fait également de la formation. Là, on vient tout juste d'en faire une autre. Donc, évidemment, ça demande un certain entretien. Mais le taux d'adoption, là, on est la grande majorité du cabinet est passé au moins une fois par l'assistant. Là. Qu'est-ce que ça vient changer dans leur pratique? La grande majorité des utilisations, je dirais que c'est pour de l'aide à la rédaction, la correction, changer un ton d'une lettre. Donc, je dirais que ça n'a pas bouleversé la pratique du droit chez Lavry. Ça nous rend probablement plus efficace, ça nous rend probablement aussi mieux équipés pour communiquer de façon efficace, donc réviser notre façon d'envoyer nos lettres. Évidemment, il y a quelques questions qui sont d'ordre juridique. À l'occasion, on travaille cette année, là, je dirais que l'effort a été surtout sur l'intégration ce qu'on appelle les RAG. Donc, être capable de faire de la recherche de contenu. Pour l'instant, on se limite à de la contenu dans les textes de loi. Donc, la recherche de jurisprudence reste très difficile. Est-ce que vous avez commencé à chercher? Qu'est-ce que ça donne? On a expérimenté. On regarde aussi qu'est-ce que les autres joueurs, par exemple LexisNexis, mettent en place. Puis je dirais que c'est toujours difficile et un peu malhabile. Là. Donc, pour la recherche de jurisprudence, c'est tellement complexe de prioriser certaines cours, la chronologie des faits. Donc, pour l'instant, je dirais que pour nous, c'est pas encore utilisé de cette façon-là. Pour le texte de loi, c'est quand même plus facile parce que on est capable de diviser par type de droit, par exemple du droit civil ou du droit des affaires, puis de réduire vraiment le nombre de documents qu'on va rechercher. Mais évidemment, les avocats qui sont déjà spécialisés connaissent souvent la loi sur le bout de leurs doigts, donc c'est pas nécessairement utile. Mais pour ceux qui se connaissent moins, qui des fois font des incursions dans du droit qu'ils connaissent moins, ça permet de trouver rapidement des fois des articles qu'on a oubliés ou qu'on connaissait pas. Ouais. Est-ce que vous diriez que ça peut être aujourd'hui, là, est-ce qu'on peut dire que c'est l'équivalent d'un stagiaire, d'un étudiant qui est en droit, mais qui n'a pas encore passé son barreau? Ah, c'est une très bonne analogie. Évidemment, c'est un stagiaire qui n'a pas accès à Google, donc qui connaît beaucoup de choses. Fait que ça s'applique assez bien. Il y a une question de responsabilité que, évidemment, ça, on pourrait faire un parallèle très bien. Là, on n'amènerait pas une procédure rédigée par un étudiant en cours. On engage notre responsabilité là,
jusqu'au bout. Donc, il y a ce parallèle-là qui se fait bien de dire que ce que l'agent conversationnel nous donne, on ne peut pas l'utiliser évidemment tel quel. On demeure toujours responsable. Après ça, au niveau de la qualité, je dirais que c'est variable. Là, ça reste un étudiant, si je te prends l'analogie, là, qui connaît le droit international, qui peut aussi bien nous parler du droit européen que du droit africain. Donc, ça reste quelqu'un qui a des connaissances très, très larges. Donc, dans certaines circonstances, je dirais que ça déborde là, de ce qu'on s'attendrait d'un stagiaire. Ou en tout cas, il a travaillé dans plusieurs universités à travers le monde. Il n'est pas à son premier diplôme. Bon, on va le laisser cheminer dans son apprentissage. Donc, je vous ramène sur cette rencontre que vous avez organisée à votre cabinet cette semaine. C'est intéressant comme titre, hein? Autopsie de cas insolites impliquant l'utilisation de l'IA. Vous avez passé à travers plusieurs exemples. Mais là, si on fait l'équivalent, là, vous me prendriez le reste du podcast pour en parler. Ce serait fort intéressant, mais j'ai d'autres invités qui attendent aussi. Alors, je vais vous demander, est-ce que c'est possible de nous parler, par exemple, seulement de 2 cas? Par exemple, il y en a un que vous m'avez parlé, là, c'est l'utilisation dans un contexte d'enseignement supérieur, là, où il y a eu des enjeux avec l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Oui, ben en fait, moi, évidemment, on a eu beaucoup de plaisir à répertorier les incidences, on peut les appeler comme ça, là. C'est un peu sur le principe que il y a un adage là, qui dit qu'une personne sage apprend de ses erreurs, une personne encore plus sage apprend des erreurs des autres. Donc, c'est un peu ça qu'on a essayé de faire dans cet exercice-là. Puis oui, effectivement, là, il y avait une histoire qui est ressortie le 18 mai 2023 où on rapportait qu'il y avait eu un professeur aux États-Unis, là, au Texas, qui avait décidé de demander à ChatGPT si les écrits de ses étudiants avaient été produits par l'intelligence artificielle. Donc, c'est demander à l'intelligence artificielle si le texte est écrit par l'intelligence artificielle. Et puis, bon, ben ceux qui connaissent un peu ChatGPT vont se rendre compte ou réalisent déjà que c'est pas nécessairement le bon outil pour détecter l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, il s'est retrouvé à finalement accuser toute sa classe d'avoir triché. Et puis, en fait, ce que ça soulevait, là, à notre avis, c'est beaucoup plus. Il y a la mauvaise utilisation de l'outil, mais il y a aussi l'absence d'encadrement dans ces questions-là qui sont très, très difficiles de donner un guide sur de la gouvernance ou sur des pratiques ou sur des règlements de qu'est-ce qu'on fait avec des étudiants qui ont accès à ChatGPT. Puis, en fait, la même question se pose en entreprise de qu'est-ce qu'on fait avec des employés qui ont accès à ChatGPT, comment qu'on évite finalement ce genre d'erreur-là, tant au niveau des gens qui vont se mettre à l'utiliser que pour s'aider dans son travail, mais aussi dans ce cas-ci, pour accuser des gens ou pour valider certaines choses. Ce qui est intéressant, là, évidemment, c'est pas la seule histoire qu'il y a eu de ce genre-là. Il y avait eu un article semblable le 18 octobre dernier où il y avait eu le Business Week qui rapportait qu'il avait évalué les technologies pour détecter l'utilisation de l'intelligence artificielle. On parle par exemple de GPT-0 ou de CopyLeak. Et puis, malgré que ce soit des technologies spécialisées dans la détection de l'intelligence artificielle, il y a quand même un 1-2% qui passe à travers le fil. Donc, des textes qui sont rédigés par des humains, qui sont détectés malgré tout comme ayant été rédigés par l'intelligence artificielle. Donc, ça n'a pas l'air énorme, mais dans un groupe d'une centaine d'élèves dans une université, ben, on se retrouve à accuser faussement des élèves. Donc, on arrive vite à la conclusion qu'on ne pourra pas détecter avec certitude l'utilisation de ces outils-là. Donc, il faut les accepter, il faut apprendre à vivre avec, il faut les décourager peut-être ou expliquer la pertinence de les rédiger soi-même ou expliquer comment ces outils-là peuvent être utiles pour améliorer une solution, mais il faut clairement là, les accepter dans notre maison puis accepter qu'il va falloir vivre avec. Mais je pense à des professeurs d'université ou même de cégep qui me disaient sous le sceau de la confidentialité, quand pendant toute une session, tu vois un étudiant remettre des textes médiocres et qu'à la fin de la session, mais il est écrit un chef-d'œuvre, tu peux te poser des questions. Oui, effectivement. En même temps, bon, ce genre de pratique-là ne date pas d'hier. Les étudiants sont très créatifs pour se partager des réponses d'examen, travailler en groupe. Donc, après ça, il y a d'être en présentiel, de demander aux gens d'être là. Mais aussi, d'autres approches. Moi, j'ai vu des cégeps, par exemple, mettre l'avant là, des solutions d'IA où, par exemple, ce que dit le professeur est rédigé et est écrit. Après ça, il y a un cartable qui peut être fait avec des questions-réponses pour étudier. Donc, on peut utiliser ChatGPT pour reprendre ce qui a été dit dans un cours, nous poser des questions, nous pratiquer. Donc, il y a d'autres avenues qui peuvent être intéressantes puis qui peuvent
peut-être compenser pour ce qu'on perd avec ces outils-là. Ou il y a même, je prends l'exemple de HEC Montréal, où dans un cours en particulier, ils sont en train de tester la chose. Ils ont créé un robot conversationnel pour un cours en particulier. Le professeur, évidemment, a travaillé beaucoup là-dessus. Et ça permet aux étudiants de poser des questions. Et le prof, lui, en arrière, voit ce qui intéresse les étudiants et ce qui cause des problèmes aux étudiants. Et donc, il peut revenir sur ce bout de matière-là. Alors, c'est intéressant comme étude. Donc, autre histoire sur laquelle je voulais vous entendre, je trouvais ça intéressant. Là, on est dans l'IA générative, mais audio, parce que c'est un cas de diffamation qui implique l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer une fausse bande audio qui a mis un directeur dans une fâcheuse situation. Oui, c'est ça. Donc, ce cas-là est survenu au début de l'année 2024, encore une fois aux États-Unis, où il y avait eu un directeur qui s'était fait accuser d'avoir tenu des propos racistes, propos racistes et haineux, là. Donc, il y avait une bande audio qui avait circulé. Et puis, ça l'a pris finalement l'aide du FBI pour prouver que cet enregistrement-là était en fait un faux et que c'était une vengeance là, d'un professeur qui avait eu une mauvaise évaluation, qui avait décidé de se venger. Donc, ça l'avait soulevé un paquet de craintes parce qu'on se rendait compte à quel point ça devenait facile de générer des bandes audio fausses. On capture la voix de quelqu'un, puis en quelques minutes, on est capable de lui faire dire à peu près n'importe quoi. Mm-hmm. Et puis, en fait, ce cas illustre très bien à quel point il va falloir nous s'ajuster à ce qu'on entend, à ce qu'on voit, à douter, en fait. Puis on l'a vu, là, après ça, ce type d'événement-là a été répété à maintes reprises. Là, on peut penser à l'utilisation de Donald Trump d'images de Taylor Swift qui a été générée ou, en fait, de ces fausses informations-là. Qui étaient déjà présentes, mais là, on voit le visage de quelqu'un, on voit même la vidéo de quelqu'un qui peut dire quelque chose, et c'est de plus en plus crédible. Donc, nous, comme groupe, en fait, évidemment, ce directeur-là a dû rester chez lui, il a reçu des menaces, donc les médias sociaux s'en sont emparés, évidemment, assez rapidement, puis on arrive rapidement à tirer des conclusions sur ces personnes-là, puis il va falloir qu'on s'habitue à prendre un peu de recul. Puis on n'est pas bon pour ça. Là. On veut. Ah, le tribunal social va vite. Le tribunal social, il coupe rapidement. Mais je crois que c'est un danger. Puis il y en a de plus en plus là, de ce danger-là de plus en plus présent quand on apprend, par exemple, que on est rendu à presque 15 ou 20% du contenu qui est retourné par Google qui provient de l'IA générative. Ça ne veut pas dire que le contenu est faux. Mais ça veut dire que ça n'a pas nécessairement été révisé, ça peut porter un message trompeur. Il y avait aussi, on apprenait, là, je ne sais pas si vous avez suivi, là, c'était avec les pans sur les Google Images, que sur Google, on se rendait compte que la majorité des images, quand on cherche, par exemple, l'expression baby peacock, ça sort pas en français. Si on cherche bébé pan, ça sort pas aussi bien, mais en anglais, quand on cherche baby peacock, la page Google d'images, la majorité des images sont des images générées par l'IA. Donc, évidemment, on peut se questionner sur comment nos enfants vont apprendre l'histoire, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme représentation mentale. Mais évidemment, il faut se questionner sur notre jugement et à quel point il faut devenir sceptique sans nécessairement tout rejeter. Donc, il y avait un autre exemple que je peux vous donner de ça. Il existe sur Facebook une page National Geographic. Il y en a deux, en fait, si vous cherchez. Il y en a une qui a 50 millions d'abonnés, une autre qui en a 1,1 million. Celle qui a 1,1 million d'abonnés, on parle quand même 1,1 million de personnes qui sont sur la fausse page du National Geographic qui contient par ailleurs un paquet d'images générées par l'intelligence artificielle. Donc, voilà, c'est deux cas qui nous portent à réfléchir, certainement faire attention, rester vigilant sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, je peux peut-être... on avait un autre cas, je ne sais pas si on a encore quelques minutes. Je m'étais intéressé sur le premier cas vraiment là, d'échec ou de potentiel échec lié à l'intelligence artificielle. Puis je suis revenu là, loin en arrière. Puis je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Donc, je suis revenu en 1983 à l'incident qu'on appelle l'incident de Oko, dans laquelle on est en guerre froide. Là, et puis, en Russie, le système de détection de missiles balistiques détecte que les États-Unis viennent d'envoyer un missile, puis 4 autres. Et puis, on se retrouve avec un système finalement satellite de détection automatique qui indique aux Russes que les Américains viennent de tirer des missiles en leur direction. Leur politique étant de répondre sans hésiter par une intervention nucléaire. Donc, on a frôlé la guerre nucléaire, mais il y a un individu qui a regardé ça et qui s'est dit « Je n'y crois pas ».
Ça me semble faux parce que si les Américains attaquaient, ils n'enverraient pas 5 missiles, ils en enverraient 250. Donc, il y avait quelque chose, un jugement humain qui a empêché cette destruction-là massive en 1983. Je pense que c'est une leçon qu'on doit garder en tête, de se dire quand l'intelligence artificielle nous parle, il faut rester vigilant, il faut garder notre jugement humain là, dans toutes circonstances. C'est sur cette note sage qu'on va terminer. Merci infiniment, Maître Gaspard Petit. Toujours fascinant de vous avoir comme invité sur mon carnet. Merci d'avoir pris de votre temps. Je rappelle que vous êtes avocat et aussi ingénieur logiciel, c'est important de le dire, au cabinet d'avocats Laverie. Et merci. Et puis, je vous dis à la prochaine. Merci, c'est un plaisir. Au revoir. Au revoir. Si vous êtes un utilisateur de l'application audio de Radio-Canada, vous avez peut-être eu la surprise cette semaine de voir votre accès bloqué et voir plutôt un message vous demandant de vous enregistrer. En tout cas, ça n'a pas fait l'affaire de tout le monde parce que pendant 2 jours, j'ai vu ici et là sur les réseaux sociaux des commentaires de gens pas vraiment heureux de devoir encore une fois s'identifier pour pouvoir utiliser un service en ligne. Alors pourquoi cette nouvelle approche de la part de Radio-Canada? À quoi ça va servir? Et est-ce qu'il y a une façon d'écouter les productions de Radio-Canada sans s'enregistrer? Notre prochain invité devrait avoir les réponses à ces questions. On rejoint à l'instant le directeur général médias numériques de Radio-Canada. Bonjour Maxime Saint-Pierre. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Maxime, comme je le disais, donc, on doit maintenant montrer patte blanche avant d'utiliser l'application audio de Radio-Canada. Pourquoi? C'est un processus qui est en cours, pas seulement sur l'audio, on s'entend, mais dans l'ensemble de l'écosystème de Radio-Canada. Donc, on a commencé une transition vers de l'authentification au printemps avec des incitatifs, entre autres, dont des incitatifs sur l'application audio, mais aussi sur Tout TV, sur l'application aussi en info. Donc, on a pris la décision là, d'aller de l'avant vers de l'authentification sur nos applications mobiles. Donc, dans ce cadre-là, on était en train de faire la transition. On l'a annoncé aussi publiquement le 18 juin dernier qu'on faisait cette transition-là aussi, principalement là, pour contrer là, l'effet là, du cookie apocalypse ou bien là, de ce qu'on appelle, là, qui est plus un cookie apocalypse aujourd'hui, mais qui est vraiment là, la transition des cookies tierces vers les first-party cookies. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça va permettre à Radio-Canada de faire une fois que les gens s'identifient? Oui, tout à fait. Donc, on fait pas seulement ça pour une question technologique. Oui, l'industrie nous amène à faire des changements, mais bien entendu, l'objectif ultime, c'est quoi? Puis ça en est aussi avec notre plan stratégique de l'entreprise, c'est d'offrir des services personnalisés, des services numériques personnalisés à l'ensemble des auditoires. Donc, ça, c'est l'élément vraiment qui est à retenir. Puis en captant les signaux de nos utilisateurs, ce que ça nous permet de faire, c'est de bâtir une meilleure expérience, s'assurer d'être plus pertinent auprès des utilisateurs, puis s'assurer une pérennité aussi de Radio-Canada, parce que l'ensemble de l'industrie s'en va dans cette direction-là. On a nos collègues de la BBC, entre autres, de France Télévisions, qui ont déjà emboîté le pas. Puis en audio, qui est un produit hyper important pour nous, cette semaine, on a activé la transition aussi sur audio. Il faut comprendre qu'il y avait déjà il y avait pratiquement 2/3 des utilisateurs qui étaient déjà authentifiés sur la plateforme. Donc, c'était une transition normale. Mais je dirais Bruno, là, le gros, on l'a fait vraiment en juillet dernier sur Tout TV et les Jeux olympiques. Donc, on a vraiment commencé la transition à ce moment-là de façon plus assumée. Mais là, la réaction cette semaine, c'était justement de voir les gens, malgré le fait que vous l'aviez annoncé longtemps d'avance, il y a des gens qui sont cognés le nez sur leur application en disant « Oups, je peux plus avoir accès ». J'ai bien aimé votre expression « capter des signaux ». Quels signaux vous intéressent chez les gens qui consomment les produits de Radio-Canada? Oui, c'est vraiment géométrie variable. Donc, nous, par exemple, le code postal, donc on demande le code postal aujourd'hui. Par exemple, au niveau, on a une offre régionale dans l'ensemble du pays, donc ça peut nous permettre d'offrir une expérience plus personnalisée en fonction de la localisation, entre autres. Bien entendu, l'utilisation qu'on en fait des données, on a des politiques de vie privée en place qui sont extrêmement strictes. On suit les lois canadiennes en vigueur. L'objectif, encore une fois, c'est nos experts, donc une très petite partie des gens à Radio-Canada ont accès à ces données-là. C'est volontaire. On veut s'assurer qu'elles soient bien gardées en sécurité. Mais l'objectif, encore une fois, c'est toujours la même chose, offrir une meilleure expérience à nos utilisateurs. Puis les signaux,
par exemple, dans une infolette on va nommer la personne au lieu de dire bonjour, on va personnaliser l'approche. C'est des choses dans l'industrie qui se voient beaucoup, mais qu'on faisait moins à Radio-Canada. Donc là, on est en train de faire cette transition-là. Un autre exemple, ça pourrait être, par exemple, la continuité dans l'expérience. Donc, je commence sur une plateforme, l'utilisation d'une fonctionnalité et je peux continuer d'utiliser, par exemple, au même endroit en reprise d'écoute. Je peux être exactement, le curseur est au même endroit sur une autre plateforme. Donc, ça m'évite toujours de revenir en arrière, retrouver mes contenus. Donc, l'objectif, c'est vraiment de simplifier la vie des utilisateurs. Pourquoi laisser l'accès libre sur le web, sur votre site web, dans la section audio, là, c'est de ça qu'on parle, alors que maintenant, il y a une barrière d'inscription sur le service mobile? Oui, donc sur les applications, on a pris cette décision-là. Pourquoi? Parce que c'est souvent là qu'on va avoir des fonctionnalités à valeur ajoutée, plus personnalisées. Aussi, c'est plus technologique, mais les technologies et des applications qu'on appelle natives nous permettent d'aller plus loin aussi dans l'expérience d'utilisateur. Donc, ça a aussi motivé notre réflexion par rapport à ça. Et puis, on voulait s'assurer, pour les gens qui ne veulent pas s'authentifier, qu'il y ait quand même un endroit où ils n'ont pas besoin de le faire. Donc, le radiocanada.ca va rester sans authentification. Bien entendu, quelqu'un qui voudrait s'authentifier sur le web peut le faire aussi sans problème. Il va avoir certaines fonctionnalités aussi, personnalisation, mais c'est vraiment dans les applications mobiles qu'on va retrouver l'ensemble du bouquet de fonctionnalités. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que c'est un compte unique. Hein? Donc, un compte créé sur audio fonctionne aussi sur Tout TV, fonctionne aussi dans l'écosystème de l'information, entre autres. Donc, le but, encore une fois, c'est de simplifier les transitions à travers l'ensemble des produits numériques de Radio-Canada. Le fait de laisser donc ce libre accès sur le web, est-ce que c'est donc en quelque sorte pour ne pas risquer de diminuer la portée de Radio-Canada? Donc, vous gardez les deux scénarios possibles? Mais ça vient, c'est sûr que dans la réflexion, on y a réfléchi. Donc, le droit d'avoir accès à l'information, entre autres, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, on voulait s'assurer qu'il y a vraiment un endroit où c'est possible d'accéder à l'information sans nécessairement avoir besoin de s'authentifier. On voit de plus en plus de joueurs de l'industrie qui vont jusqu'à authentifier les gens sur le web aussi. Nous, comme médias publics, c'est sûr qu'on avait une sensibilité par rapport à ça. C'est une des raisons pourquoi là, ça a motivé notre approche comme ça. Ouais. Vous dites que vous aviez déjà un 2/3 là, des utilisateurs qui sont identifiés. Dans votre réflexion, là, avez-vous l'impression que vous allez tout de même perdre un peu de l'audience qui utilisait cette application-là parce qu'il y a des gens qui carrément ne veulent pas s'inscrire? Hein? Oui, sur l'audio, c'est difficile de répondre parce que ça s'est fait cette semaine. Mais si on regarde, par exemple, sur les autres plateformes, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens, il y a certaines personnes qui ont senti une certaine barrière à l'authentification, mais ils sont revenus. On avait quand même demandé à d'autres collègues des médias publics qui avaient emboîté le pas quelle était la réaction des utilisateurs. Puis, dans la majorité des cas, les gens reviennent. Puis sont même plus engagés sur nos plateformes. Donc, on a senti même un regain au niveau de l'engagement sur les plateformes pour les gens qui sont authentifiés. Donc, sans dire que on n'est pas sensible à ça, donc on va capter les signaux. Si on a des changements à faire dans l'expérience utilisateur, on serait très ouvert à modifier le tir si nécessaire. Jusqu'à maintenant, ça va très bien. Maxime, en voyant, évidemment, vous le disiez, hein, il y a eu différentes étapes, là, mais en voyant ça cette semaine, particulièrement sur la plateforme audio mobile, je me suis demandé si c'était pas l'aboutissement d'une stratégie de consolidation d'audio. Parce qu'on l'a vu dans les dernières années, de plus en plus, on a vu des exclusivités être bâties autour d'audio, des balados qui n'étaient plus disponibles sur les grandes plateformes, mais qu'on devait aller chez vous pour retrouver, un décalage dans la diffusion par rapport aux grandes plateformes et par rapport à ce qui est presque automatiquement disponible sur audio. Est-ce que le fait de monter cette barrière d'inscription, c'est pas un peu la confirmation de l'aboutissement que vous êtes rendu où vous voulez avec audio et dans le fond, ben, le grand nombre d'utilisateurs que vous avez, parce que là, on parle de centaines et de centaines de milliers d'utilisateurs, ben, vous êtes confortable avec le nombre que vous avez, puis vous vous dites, ben, là, ça vaut vraiment la peine, question de bonifier l'expérience. Il faut vraiment le voir à deux niveaux. Donc, il y a vraiment une stratégie qui est à l'échelle de Radio-Canada. Puis ça, l'objectif, encore une fois, c'était de personnaliser l'ensemble des produits numériques. Donc, ça, c'est un peu le parapluie qui vient s'inviter dans l'équation. Et c'est sûr qu'en audio, par la suite, avec les changements de marché, les différentes stratégies d'exclusivité, je pourrais te dire que ça se complète très bien. Et on essaie de faire les choses
des séquences aussi vraiment avec doigté pour s'assurer que dans les timings aussi, donc dans la façon de séquencer les choses, ça fasse du sens aussi pour les utilisateurs, parce qu'on a rajouté quand même beaucoup de fonctionnalités à valeur ajoutée, personnalisées sur audio. Donc, souvent, on se fait appeler, puis les gens veulent avoir accès à certaines fonctionnalités, puis ils ont seulement à s'authentifier pour avoir accès aux fonctionnalités. Donc, c'est vraiment, c'est un réflexe d'industrie, mais on comprend que des gens qui n'ont pas fait cette transition-là encore, puis on jugeait que le moment était propice pour audio, comme les autres plateformes. C'est pour ça qu'on l'a pas tout fait en même temps. Donc, on voulait vraiment s'assurer qu'on ait aussi une raison de le faire à ce moment-là. Là. En terminant, parce que évidemment, la question se pose dans la tête des gens qui nous écoutent, puis on parle d'un processus d'inscription, donc il y a des données nominatives qui sont partagées. Qu'est-ce que vous faites de toutes ces données nominatives-là que vous avez? Puis là, je reviens encore avec mon chiffre magique, là, mais c'est des centaines de milliers de données que vous avez, pour pas dire des millions, au nombre de gens qui consomment vos produits. Oui, mais au-delà de la volonté de bonifier l'expérience, c'est sûr qu'on a des experts à l'interne, on a des data scientists, on a des politiques de vie privée aussi en place. Donc, on a des processus d'hygiène aussi pour s'assurer de ne pas garder les données de façon pour l'éternité, entre autres. Puis, le but, encore une fois, c'est de s'assurer qu'on le fasse de façon la plus responsable possible. Donc, c'est vraiment l'information dans certains cas personnels. Donc, on peut pas jouer nécessairement avec ça. On n'a pas de données, je dirais, critiques là, comme les banques, par exemple, mais il reste qu'on a des informations qui sont sensibles, le code postal, l'adresse dans certains cas. Donc, pas l'adresse, mais le code postal, l'âge. Donc, le but, encore une fois, c'est de le faire de façon très diligente. On travaille en ce moment sur une plateforme aussi de consentement, donc les gens qui vont être en mesure de nous dire s'ils consentent à donner accès à leurs informations ou pas. Donc, on veut faire les choses comme il faut. Puis, on veut s'assurer aussi de respecter les lois canadiennes en place au niveau de la vie privée. Là. Ben, Maxime Saint-Pierre, directeur général Médias numériques, merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Il y a bien des gens qui se posaient des questions cette semaine. Ben voilà, ils ont entendu vos réponses. Merci beaucoup et à bientôt. Toujours un plaisir. Merci, Bruno. C'est au tour de Liette Lamonde, la directrice générale de Prompt, qui nous propose cette semaine un échange avec deux invités sur un projet de recherche qui s'intéresse au bien-être animal. Les producteurs laitiers ont beaucoup travaillé sur leur productivité au cours des dernières années, entre autres au niveau de l'alimentation des troupeaux. Alors, le projet de recherche que Prompt nous propose aujourd'hui va beaucoup plus loin, en intégrant l'intelligence artificielle afin d'améliorer le bien-être animal. Parce que bien-être animal rime aussi avec productivité. Bonjour, bienvenue à notre 5e épisode. Je suis Liette Lamonde, directrice générale de Prompt. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Élise Gosselin et Abdoulaye Diallo pour parler d'un projet de recherche collaboratif qui s'intéresse au bien-être animal. Élise, tu es la directrice générale de Novalet, une entreprise québécoise créée par les producteurs et transformateurs de lait. Novalet est dédié à la recherche pour améliorer leurs activités. Bonjour Élise. Bonjour. Abdoulaye, tu es professeur au département d'informatique à l'UQAM et co-titulaire de la chaire de recherche et innovation WELI. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Liette. Bienvenue parmi nous. Alors, j'aimerais vraiment qu'on entre dans votre projet. C'est un projet pour améliorer le bien-être des vaches laitières. C'est un grand partenariat. Il y a Novalet, bien sûr, qui est avec nous, mais il y a aussi les producteurs laitiers du Canada, les Dairy Farmers of Ontario, Lactanet. Il y a l'UQAM qui est avec nous, mais il y a aussi l'Université McGill. Et l'objectif du projet, c'est d'évaluer comment les modifications à l'environnement physique de la vache, donc dans son milieu de vie, la manipulation et la gestion des vaches vont avoir un impact sur leur bien-être et leur longévité. C'est super intéressant, c'est un milieu dont on parle pas assez souvent, je trouve. Qu'est-ce qui était le besoin derrière ce projet de recherche-là? C'était quoi la problématique qu'on cherchait à résoudre ou qu'on cherche encore à résoudre parce que le projet est en cours, Élise? Donc, le bien-être animal, c'est une priorité qui est importante chez Novalet. On y travaille depuis déjà plus de 25 ans. C'est important pour les producteurs pour s'assurer qu'ils ont les meilleures pratiques à la ferme. Et on a des équipes de recherche. Une des pratiques, quand on fait de la recherche sur le bien-être animal, c'est la quantité de données qu'il faut gérer, mais aussi la quantité. Il y a énormément de vidéos et les chercheurs et les étudiants passaient beaucoup de leur temps à analyser des vidéos qui étudient donc le comportement des vaches.
Et ça devenait une lourdeur qui était un peu problématique. La vidéo est également utilisée dans le cadre des fermes commerciales. Ils ont des caméras pour surveiller les animaux. Donc, c'est quelque chose qui est déjà implanté. Et donc, on voulait s'assurer, est-ce qu'il y a une façon de toute cette information-là, de la rendre encore plus facile à interpréter puis à contribuer à la recherche. Très intéressant. Abdoulaye, de votre point de vue de recherche, de chercheur, là, c'est quoi la problématique que vous cherchez à résoudre? Oui, en fait, il y a ces données massives qui sont collectées en milieu de ferme pour pouvoir analyser le comportement. Et il y a un enjeu où on se pose la question, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on on est capable d'identifier des indicateurs de bien-être à partir des vidéos, comment on peut déployer des systèmes dans les milieux de ferme pour pouvoir capturer ces indicateurs-là à temps réel. Et cela nécessite de pouvoir analyser les vidéos, d'extraire le signal, de gérer les problèmes de sécurité et les enjeux de vie privée, en plus de pouvoir utiliser des outils IA pour extraire des propriétés clés en lien avec le bien-être. Donc, on est vraiment dans l'utilisation de la technologie pour le bien-être animal. Avez-vous un exemple concret d'une chose qu'on veut observer là, puis qui pourrait aider justement au bien-être de la vache? Oui, notamment, on est à la recherche des signes précurseurs de peut-être problèmes au niveau de la mobilité des vaches ou des problèmes au niveau des pieds et membres des vaches. La vache, dans sa nature, c'est une proie et donc elle a tendance à très peu exprimer des signes d'inconfort ou de douleur, ce qui fait en sorte que quand on voit apparaître une vache qui boite un peu, ben, c'est déjà peut-être un peu avancé, puis on essaye de le voir avant que les signes cliniques apparaissent. Donc, c'est une des façons d'utiliser ces technologies-là, donc la technologie d'imagerie, pour pouvoir identifier de façon hâtive puis pouvoir intervenir très tôt dans les problèmes qui pourraient toucher les pieds et membres des vaches. Très, très concret sur le bien-être. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette collaboration-là? Parce qu'il y a plusieurs joueurs impliqués, là. Oui, en fait, c'est un projet qui est né à la suite de grands projets qui étaient déjà en phase de complétion. Donc, d'un côté, il y a la professeure Elsa Vasseur de l'Université McGill qui avait bénéficié d'une première chaire de recherche innovation avec Novalet sur le bien-être animal. Et moi, de mon côté, je travaillais avec Génome Québec pour l'intégration de données de production au niveau de l'industrie laitière. Et on travaille tous avec le même partenaire qui est Lactanet. À un moment donné, Lactanet a jugé nécessaire de nous faire asseoir autour d'une table. Et je pense que le mariage a pris ce jour-là pour dire, ben, écoute, est-ce que si nous prenons les questions de bien-être, l'expertise amenée par les éthologues, les gens qui analysent le comportement, et que nous couplons ça avec des technologies d'intelligence artificielle pour permettre non seulement pas de passer des heures à analyser la vidéo, mais de passer des heures plutôt à interpréter des résultats de technologie IA, ça permettrait d'ouvrir de nouvelles questions que le bien-être ne pouvait jamais explorer à ce moment-ci. Donc, nous sommes allés parler à Élise Gosselin de chez Novalet, et lorsqu'on lui a parlé, elle dit, ben, c'est un super projet, mais il vous faudra plus d'argent. Donc, Donc, vous aviez une complémentarité parfaite à offrir, là. C'était quand même attrayant pour Élise. Tout à fait. Puis, ça nous permettait, peut-être un point qui est très intéressant aussi, c'est le personnel qui est formé, le personnel hautement qualifié qui est formé dans le cadre de ce projet-là. Donc, on a des gens en sciences animales qui vont avoir une compréhension de l'intelligence artificielle, ce qui est un atout. Et on a des gens en intelligence artificielle qui sont contents de mettre les deux pieds sur le plancher des vaches, puis de voir que ce qu'ils peuvent faire de façon parfois un peu théorique ou ça me semble un peu froid, ce milieu-là, mais ça peut avoir une résonance dans le quotidien d'animaux puis de producteurs laitiers pour l'amélioration du bien-être. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis effectivement, cette idée-là, on l'a trouvée très bonne. Novalet, notre rôle, c'est de financer de la recherche. On est un organisme provincial au Québec. On est allé et on s'est dit, c'est tellement intéressant. On est allé frapper à nos voisins de l'Ontario pour leur dire, écoutez, je pense qu'on a un beau projet. Ça correspond aussi à des priorités de recherche que vous avez. Puis ensuite, on est allé aux producteurs laitiers du Canada. Et ensemble, à trois, ça nous a permis de recueillir 1 million de dollars du secteur laitier, lequel on a pu faire un effet de levier
avec Prompt notamment, mais aussi avec des fonds de recherche publics pour les sciences et génie au Canada. Donc, on était très fiers de ça aussi qu'un projet qui touche le secteur laitier ait un succès pareil auprès d'organismes subventionnaires qui ont largement le choix dans les bons projets de recherche. Tout à fait. Et c'est quoi l'impact de ce projet-là? Je sais qu'il n'est pas terminé, là, mais qu'est-ce que vous envisagez comme impact? Bien, très concrètement, ce que Abdoulaye est en train de développer va nous permettre aussi de déployer. Donc, actuellement, on est en ferme de recherche expérimentale, mais on va pouvoir se déployer en ferme commerciale. Et ça va nous permettre, entre autres, de faire un suivi. Actuellement, les producteurs sont en train de transformer leurs étables pour augmenter la liberté de mouvement des vaches. Donc, on va pouvoir les suivre dans cette transition-là. Puis apporter des recommandations, ce qui fonctionne, ce qu'il faut faire attention. Donc, c'est vraiment un aspect, un projet très concret là, qui arrive à un bon moment dans le secteur. En 30 secondes, même pas, qu'est-ce que c'est votre motivation à innover dans ce projet-là, Abdoulaye? En fait, c'est le plaisir qu'on observe lorsque les technologies qu'on déploie, on voit qu'ils sont utiles et qu'ils servent, par exemple, à réduire du temps de travail pénible qu'effectuent, par exemple, des étudiants qui passent, au lieu de passer 20 heures, 30 heures à observer pour mesurer un indicateur, ils passent 5 minutes. Ce gain de temps leur permet de passer à une meilleure qualité de recherche. Et les outils, lorsqu'on les présente, par exemple, aux producteurs qui voient au fait un futur à l'IA et qu'ils ont de moins en moins peur de l'utilisation des technologies IA dans leur secteur, je pense que ça, c'est une grande joie de ma part. Très gratifiant. Merci beaucoup à vous deux, Élise et Abdoulaye, et félicitations pour un superbe projet. Alors, vous travaillez sur un projet innovant de développement. Prompt permet aux entreprises du Québec et aux organisations d'innover grâce à la recherche collaborative comme celle que Abdoulaye et Élise ont entrepris. On a un programme qui est disponible en continu pour vous donner accès à du financement sous forme de subventions grâce à un soutien financier toujours du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Si vous désirez suivre l'actualité numérique au quotidien, vous devez vous abonner gratuitement au podcast 120 secondes de tech, animé par Bruno Guglielminetti. Dans chaque édition, un résumé de l'actualité numérique du jour en moins de 120 secondes. Pour découvrir 120 secondes de tech, visitez moncarnet.com ou visitez Apple Podcast, Spotify ou YouTube et cherchez 120 secondes de tech. De retour à mon carnet. Autour de mes collaborateurs, Thierry Weber nous amène en Suisse aujourd'hui pour nous présenter le dynamisme des startups helvétiques. Entre le prestigieux du Top 100 Swiss Startup Awards et l'événement du meilleur du web, Thierry nous embarque dans un univers où l'innovation et créativité se rencontrent. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Ah, les startups suisses. Ces petites entreprises qui, comme les montres de notre pays, ne cessent de tourner avec précision et ingéniosité. Et chaque année, grâce au Top 100 Swiss Startup Awards, on a droit à un aperçu de ce que l'avenir nous réserve en matière d'innovation. Depuis 14 ans, cet événement met en lumière les 100 jeunes entreprises les plus prometteuses de la Confédération, choisies par un jury d'experts et d'investisseurs. Autant dire que figurer dans ce classement, c'est un peu comme décrocher un ticket pour jouer dans la Ligue des champions de l'entrepreneuriat. Cette année, le titre de grande gagnante revient à Depoly, une start-up valaisanne qui a développé une technologie révolutionnaire pour recycler le plastique PET, le PET. Imaginez, ils parviennent à décomposer ce matériau à température ambiante pour en extraire les composants de base. Une solution à la fois écologique et économiquement viable qui répond aux enjeux cruciaux de notre époque. Plus précisément, cette technologie décompose le PET et le polyester en leur monomère d'origine, l'acide téréphthalique purifié, le PTA, et le monoéthylène glycol, le MEG si vous préférez. Les monomères recyclés sont de qualité vierge, donc identiques à leur homologue à base de pétrole. Le PTA et le MEG, ainsi récupérés, compensent la nécessité d'extraire du pétrole pour produire des plastiques et des produits chimiques. Depoly est la preuve que l'innovation suisse n'est pas qu'une question de gadgets technologiques. Elle est aussi une réponse aux défis environnementaux globaux. Mais le Top 100, ce n'est pas juste une soirée où l'on distribue des trophées. C'est aussi une célébration de tout ce qui fait la force de l'écosystème entrepreneurial suisse.
Des idées brillantes, un soutien institutionnel solide et bien sûr des investisseurs qui croient en ces projets visionnaires. Ce palmarès met également en avant les scale-up, ces entreprises qui, après leur début prometteur, se transforment en poids lourds. C'est un écosystème en mouvement où chaque succès inspire la prochaine génération de start-up. Et si le Top 100 met en avant des entrepreneurs qui bâtissent le futur, un autre événement, lui, récompense ceux qui transforment notre présent numérique. Vous l'avez peut-être deviné, je parle du Meilleur du Web, dont la 14e édition se tiendra demain soir, à l'heure où j'enregistre cette chronique. Depuis 2011 également, ce prix met en lumière le meilleur de la créativité digitale en Suisse romande, les campagnes les plus percutantes, les expériences utilisateurs les plus abouties, et cette année, une toute nouvelle catégorie dédiée à la création assistée par l'intelligence artificielle. Une nouveauté qui affirme l'usage de ces outils complémentaires. Pourquoi ce prix est-il important ? Parce qu'il célèbre des talents qui, souvent dans l'ombre, façonnent notre quotidien numérique. Et croyez-moi, avec tout ce que j'ai vu défiler au fil des années, l'excellence est bel et bien une marque de fabrique suisse romande. D'ailleurs, demain soir, j'aurai le plaisir et l'honneur de co-présenter cette soirée pour la 14e fois. Alors, si vous êtes curieux de découvrir ce que le web suisse a de meilleur à offrir, ne manquez pas ce rendez-vous ou plongez-vous dans les archives des éditions précédentes. Pour finir sur une note légère, je vous laisse avec cette réflexion. Entre le top 100 et le meilleur du web, une chose est sûre, la Suisse regorge de talents prêts à changer le monde. Moi, je me contente de changer de costume pour être à la hauteur des projecteurs demain soir. Que ce soit dans une start-up ou sur le web, l'innovation suisse, ça ne se recycle pas, ça se sublime. Allez, portez-vous bien et à bientôt si c'est pas avant. Stéphane Ricoul nous amène à la découverte d'un univers porteur de promesses, l'intelligence artificielle quantique ou le Quantum AI. Quantum AI. Non, je ne suis pas en train de vous révéler en avant-première le titre du prochain James Bond, même si cela pourrait bien l'être. Je n'ai certainement pas ce genre de connexion dans le monde de la production cinématographique. Quantum AI, c'est plutôt un sujet que j'ai capté lors du forum InCyber qui a eu lieu un peu plus tôt cet automne à Montréal, mais surtout un sujet qui pourrait transformer le monde des petites, moyennes et grandes entreprises au Canada et ailleurs dans le monde. Alors, si vous n'avez toujours pas terminé votre transformation numérique ou commencé à implanter l'IA dans votre entreprise, la première chose que je vous dirais, c'est contactez-moi, ça urge. Et la seconde chose serait, prenez donc connaissance de ce qui va suivre. Intelligence artificielle et informatique quantique. Ce sont deux termes que vous entendez certainement régulièrement, mais que vous trouvez peut-être vaguement intimidants, presque futuristes. Et pourtant, ces deux technologies qui semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction s'invitent de plus en plus dans notre réalité. Mais entre fascination et perplexité, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement et pourquoi est-ce si important pour le monde des affaires? Plus encore, à quoi faut-il s'attendre si ces deux-là décident de fusionner? Prenez une profonde respiration et plongeons sans crainte dans l'univers fascinant de l'intelligence artificielle quantique où les promesses technologiques se conjuguent avec de vrais enjeux économiques. Je vais passer rapidement sur c'est quoi l'intelligence artificielle car cette technologie est déjà un outil très fonctionnel dans nos vies quotidiennes. Elle prend la forme d'algorithmes qui nous aident à choisir un film Netflix ou à commander un café en ligne. Des interactions apparemment anodines, mais dans la réalité, des machines qui analysent énormément de données, qui apprennent et qui s'améliorent pour nous faciliter l'existence, également au sein même de nos entreprises. Cependant, comme tout bon employé, même hyper efficace, l'intelligence artificielle a ses limites. Pour l'instant, elle est encore très liée à la puissance de calcul de nos ordinateurs classiques. Et quand la quantité de données devient trop massive, cela prend du temps. Beaucoup de temps même parfois. Et ça,
Dans notre monde d'immédiateté, ce n'est pas franchement idéal. C'est ici que l'informatique quantique entre en scène. Mais là encore, aucune théorie de la relativité n'est nécessaire ici pour saisir le potentiel de cette technologie. En clair, là où un ordinateur classique traite un bit à la fois, c'est-à-dire soit 0, soit 1, un ordinateur quantique, lui, passe à la vitesse supérieure. Grâce à ce qu'on appelle les qubits, il peut se trouver dans une superposition d'états, à la fois 0 et 1. C'est pas beau, ça? C'est un peu comme faire 1000 tâches à la fois, mais réussir chacune d'elles avec la concentration d'un moine bouddhiste. Vous comprenez donc que ce processus permet donc de traiter des quantités exceptionnelles d'informations beaucoup plus rapidement. Maintenant, réunissons ces deux champions technologiques et on obtient l'intelligence artificielle quantique. L'objectif ici est simple mais ambitieux, rendre les IA plus rapides, plus efficaces et capables de résoudre des problèmes ultra complexes en un temps record. Imaginez donc un programme d'intelligence artificielle classique qui doit analyser des milliards de données pour entraîner un modèle prédictif. En temps normal, cela prendrait des semaines, voire des mois. Mais, doté d'une puissance de calcul quantique, cette même IA pourrait accomplir cette tâche en quelques heures, voire en quelques minutes, et tout cela en prenant le temps de faire une petite jazz entre elles, histoire de développer des liens autres que professionnels. Mais soyons concrets, en quoi cela est pertinent pour le quotidien des entreprises? Regardons quelques exemples pour mieux visualiser l'impact. Dans le domaine de la recherche médicale, probablement le plus facile à imaginer, l'IA quantique pourrait permettre de développer des nouveaux médicaments, simuler les interactions moléculaires complexes ou tester rapidement des combinaisons chimiques. Toutes des affaires qui prennent actuellement des années et coûtent des fortunes. Avec cette technologie, toutes ces simulations pourraient être réalisées en un temps record, réduisant considérablement la durée des phases de recherche. Exit les longues années de travail en laboratoire. Repensez à notre fameux dernier vaccin mondial en 2020. Imaginez maintenant que l'on puisse le découvrir en quelques heures ou jours, plutôt qu'en quelques mois ou années. Un autre secteur où l'IA quantique pourrait briller et éviter quelques énervements matinaux, c'est celui des transports. Réduire les embouteillages en ville grâce à des prévisions basées sur des modèles quantiques, c'est tout à fait envisageable. Imaginez des scénarios de lancement massif où chaque imprévu, accident, météo capricieuse, manifestation, peu importe, est anticipé en temps réel par des logiciels hyper puissants. Le résultat ? Des trajets plus fluides, une réduction des émissions de CO2 et une excuse en moins pour arriver en retard à la job. Et bonne nouvelle, ça devrait aussi fonctionner pour les cônes Orange à Montréal. Allons-y du côté finance maintenant, royaume des algorithmes complexes et des prises de risques calculées. Pour analyser des risques ou anticiper les fluctuations de marché, l'IA quantique pourrait transformer toute la donne. Là où les processus analytiques sont aujourd'hui lents et gourmands en temps, des simulations financières en temps record deviendraient possibles. En résumé, plus besoin d'avoir le nez collé à son écran tout le week-end pour anticiper la prochaine crise boursière. Des algorithmes quantiques bien entraînés vous enverraient l'alerte avant que la tempête ne gronde. Cela étant dit, je vais quand même ici calmer les attentes. Nous ne vivons pas encore dans un monde dominé par l'armada quantique. Il faut bien garder en tête que l'informatique quantique est encore dans ses premiers pas. Et d'ailleurs, les parents de très jeunes enfants comprendront, avec leurs premiers pas, les ordinateurs quantiques ne sont pas de tout repos. Très sensibles aux perturbations extérieures, ces machines sont pour l'instant peu adaptées à un usage industriel massif. Autrement dit, demain, vous ne recevrez probablement pas une notification de livraison d'un ordinateur quantique à la maison, sauf si vous gagnez à la loto technologique. Mais sachez que les mises sont incroyablement élevées. En parallèle, il faut aussi réfléchir aux implications globales. Avec une telle puissance concentrée entre les mains de quelques acteurs, car oui, ce sera inévitablement le cas, l'inégalité technologique pourrait encore se creuser. Car si 3 entreprises dans le monde maîtrisent cette technologie avant toutes les autres, l'éventail des opportunités pourrait se réduire drastiquement pour les concurrents. C'est un peu comme si une poignée de restaurants
détenaient toutes les recettes des meilleurs plats de chefs étoilés, tandis que les autres se retrouvaient contraints à griller des sandwichs. Et le Québec dans tout ça? Eh bien, notre province, notamment en Estrie avec la zone d'innovation quantique, bénéficie d'un positionnement stratégique. Grâce à des infrastructures solides et des partenariats intelligents entre universités, entreprises et instituts de recherche, la région a des atouts non négligeables pour tirer son épingle du jeu. Avec un engagement continu dans ce domaine, combiné bien évidemment avec des investissements publics bien orientés, le Québec pourrait devenir l'un des leaders mondiaux dans cette nouvelle vague d'innovation. Le potentiel est là et les ambitions aussi. Tandis que les géants comme Google et IBM mènent leur conquête quantique, le Québec semble vouloir et pouvoir rafler une part du gâteau. Qu'on le veuille ou non, cette révolution technologique prend forme. Il ne fait aucun doute que ceux qui sauront s'y préparer dès maintenant auront une longueur d'avance. Et si le Québec continue à investir et à structurer cette ambition de devenir une plaque tournante du quantique, il pourrait bien endosser le rôle de pionnier dans le domaine au niveau national et international. Sommes-nous en train d'assister en direct à la construction d'un futur dans lequel le Québec deviendrait un acteur clé de l'intelligence artificielle quantique? Eh bien écoutez, peut-être que oui. Et peut-être aussi que ce futur n'est pas si lointain. Mais une chose est certaine, c'est que si cela s'avérait être le cas, alors ce serait grandement mérité. C'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu as décidé de partager ton moment avec l'auteur d'un livre qui s'intéresse à l'expérience utilisateur. Exactement. Je parle avec Guillaume Grenier, effectivement, qui vient de publier un livre qui s'adresse à ceux qui font de la recherche, enfin à tous les UX, mais ceux plus spécifiquement qui font de la recherche parce qu'ils visent littéralement une partie de la recherche qui est celle des formulaires, des sondages. Et il consacre un livre complet à tous les différents types de sondages et leur application. Parce qu'on le sait, un sondage, ça peut être un piège. Hein? On peut biaiser. Puis c'est un des gros sujets dans le livre aussi, le biais qu'on peut amener dans l'évaluation, comme dans le faire le sondage et biaiser les questions même. Et c'est des grandes questions, qui sont là souvent quand on fait de la recherche en UX, c'est d'essayer d'être le plus objectif possible face à ce qu'on doit enquêter. Donc, ce livre-là, il arrive à point nommé. C'est un livre intéressant. J'ai hâte de le lire. Je ne l'ai pas reçu encore. Le sujet, la thématique, est-ce que ça t'a fait réfléchir sur tes derniers questionnaires? Oui, on en fait de temps en temps, effectivement, dans le cadre des recherches qu'on fait avec nos clients pour leurs utilisateurs. Et oui, donc, il y a toujours des petites affaires qu'on ne sait pas dans notre pratique parce que toute la partie recherche dans l'UX, c'est de l'anthropologie. Exactement. Oui, donc c'est un métier en soi qu'on ne maîtrise pas complètement dans l'UI et qu'on redécouvre aussi bien souvent, il ne faut pas se le cacher, mais qu'on essaie d'appliquer le plus objectivement possible. Puis un livre comme ça, ça va sûrement aider. Là. Merci beaucoup Jean-François pour cette rencontre avec l'auteur. Et puis on va aller vous écouter et puis on se retrouve la semaine prochaine? Oui, absolument, la semaine prochaine. Salut, bye. J'ai souvent constaté en fait que les questionnaires faisaient un peu peur auprès des professionnels. C'est vrai? Oui, parce qu'ils génèrent des chiffres, des nombres, qu'il faut du coup il faut faire parfois des calculs. Et du coup, c'est la première question. Hein. Du coup, moi, j'engage la réponse. Hein. Super. Parfait. Et donc, voilà, j'ai trouvé que c'était important de démystifier en quelque sorte les questionnaires, de montrer que déjà il en existait, puisque en fait il y a beaucoup de professionnels qui parfois n'ont pas connaissance des questionnaires préexistants, dont on parlera peut-être un peu après, et du coup qui inventent leurs propres questionnaires. Mais ça constitue en fait souvent des problématiques. Comment on construit son questionnaire, comment on s'assure également qu'il y ait le moins de biais possible dans la construction de ce questionnaire et dans les réponses qu'on va obtenir des utilisateurs. Et également ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on interprète les chiffres? Quelle sorte de calcul on met en place? Et c'est donc dans cette en observant ça, en ayant ce retour des professionnels, que j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de les accompagner, de leur donner en tout cas des billes pour s'affranchir et démystifier, avoir moins peur en fait des questionnaires, des chiffres que ça engendrait, et les accompagner dans
voilà, toute la construction en fait des enquêtes, puisque souvent un questionnaire on le met dans une enquête, c'est-à-dire on pose des questions sur à qui on s'adresse, l'âge, etc. Et puis donc comment on intègre les questionnaires dans une enquête et ensuite comment on analyse en fait toutes les données qu'on a collectées, comment on les interprète, comment on les communique auprès de notre client ou de notre commanditaire. Voilà, ça me paraissait important en fait de revenir sur des choses comme ça qui peuvent être élémentaires pour certains, mais qui sont encore assez compliquées pour certains professionnels, je trouve. Oui, et de par la nature du métier du UX aussi, c'est pas tout le monde qui a eu une formation en recherche non plus. Donc, le questionnaire peut paraître très subjectif pour quelqu'un qui a pas de connaissances universitaires dans le domaine. Ce livre-là amène une précision énorme, ou bien des précisions de ce que j'ai pu voir dans la table des matières, là. Mm-hmm. Oui, c'est l'objectif, ça a été. Il y a une approche scientifique parce que c'est mon métier en tant que chercheur. Donc, j'ai essayé de consolider au maximum ce que j'amène dans le livre par des références scientifiques, etc. Mais j'ai fait un gros travail de vulgarisation puisque mon premier public, en tout cas ceux à qui je pensais en écrivant le livre, c'est toutes les personnes, tous les professionnels qui n'avaient pas cette connaissance ou qui avaient cette peur pour les questionnaires. Donc, oui, c'est une sorte de vulgarisation, on va dire, de tout le bagage scientifique qui, justement, présente depuis longtemps les questionnaires, puisque c'est une méthode qui existe depuis des décennies. Et des méthodes en plus, parce que ce que je regardais dans le livre, c'est qu'il y a plusieurs types de formulaires. Même moi, je l'ignorais. Le System Usability Scale, qu'est-ce que je vois aussi, le SEQ, le Single Ease Question, la TrackDiff, quelque chose qui a été fait par la NASA également. Comment on réussit à trouver le bon formulaire pour l'enquête qu'on veut mener aussi? C'est une question qui est très, très large, là. Oui, ça a été malheureusement du coup un choix qu'il a fallu faire. C'est puisqu'il en existe énormément. Moi, j'en ai référencé une centaine. Alors une centaine de questionnaires standardisés, c'est-à-dire une questionnaires qui ont été construits scientifiquement, validés. Et qui s'appliquent à plein de domaines. Il y a des questionnaires qui sont destinés, par exemple, à des sites d'écotourisme, donc avec des besoins très très spécifiques. T'en as parlé un peu. Il y a des questionnaires qui mesurent la charge de travail mental, comme le questionnaire de la NASA, le NASA TLX. Et puis, en fait, il y a tellement de questionnaires qu'il a fallu que je fasse un choix. Donc, j'ai essayé de les organiser et de présenter, on va dire, déjà les plus connus. Et en tout cas, ceux qui sont les plus utilisés et ceux qui sont les plus utilisés également par la communauté, de manière générale scientifique et la communauté professionnelle, pratique. Et j'ai également inséré des questionnaires qui moi, m'intéressaient, que je trouvais un peu surprenants, un peu comme ça, parallèles aux autres, comme un questionnaire qui mesure la qualité des personas. Les personas, c'est une méthode qu'on utilise souvent en UX. Et il y a un questionnaire qui permet de s'assurer, de savoir si le persona qu'on a construit, comment il est perçu, est-ce qu'il véhicule bien les idées qu'on veut faire véhiculer, est-ce que c'est un bon élément de communication au sein de l'équipe, etc. Donc, il y a quelques questionnaires comme ça qui sont un peu des questionnaires surprises. Mais il a fallu effectivement faire un choix. Les questionnaires, moi, je mettrais toujours, je trouve, c'est toujours important de considérer qu'un questionnaire, il va être appliqué avec des méthodes complémentaires, comme tu dis, avec les ateliers, à des méthodes qui sont un peu plus qualitatives, plutôt. Le questionnaire est plus qualitatif. Ouais. Mais oui, le questionnaire, il permet en fait de donner une réponse assez simple, assez claire à une question. Et voilà, de dire OK, ça va, ça va pas. Souvent, il y a beaucoup de questionnaires qui ont des espèces de seuils dans leur interprétation, et puis on peut se dire bon, on y va là, je sais pas, la qualité de mon personnel, la qualité du système que j'évalue, elle est suffisamment bonne pour qu'on le mette en production, ou non, j'ai pas atteint le seuil en fait qui me permet de me dire que mon système est suffisamment bon. Donc oui, ça aide énormément, je pense, dans certaines prises de décision, et c'est une démarche complémentaire. Complémentaire à du quantitatif pur, d'aller consulter les chiffres, combien de personnes accèdent à l'application, au site, etc. Et là, on tombe un petit peu dans le qualitatif, mais on reste aussi dans le quantitatif parce qu'un formulaire, on peut l'envoyer à vraiment beaucoup de gens, là. Enfin, si on dispose du temps et de l'argent pour le faire, mais on peut aller rejoindre plusieurs centaines de personnes, ce qu'on ne peut pas faire avec quelques entrevues. On va faire 5, 10, 15 entrevues maximum, mais un formulaire, on peut l'envoyer à beaucoup de gens. Donc, on a une espèce d'intermédiaire entre le très quantitatif et le plus petit qui est le qualitatif, là.
Ouais, c'est effectivement, c'est vrai que c'est entre, on va dire, le big data, hein, toutes les données qu'on a collectées, et puis une démarche plus qualitative où on interroge les personnes par interview, par observation. Oui, on est un peu entre les deux, et c'est vrai qu'il existe aussi des questionnaires que je présente du coup dans le livre, des questionnaires qui viennent profiler, on va dire, les personnes. Là aussi, il en existe énormément et sur plein de caractéristiques, mais savoir si la personne, voilà, si on s'adresse à un public qui a des affinités avec les technologies, c'est important. Du coup, ça permet de modifier un peu notre produit, de se dire attention, là, je m'adresse plutôt à des novices ou des personnes qui sont pas très à l'aise. Ou au contraire, hein, là, je peux mettre le paquet parce que les personnes sont très, très à l'aise. Puis je pense, par exemple, aussi à des questionnaires. On parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. Et il y a des questionnaires, un que je présente en particulier, mais il y en a d'autres, qui permettent de savoir est-ce que je m'adresse à un public qui est à l'aise ou en tout cas qui a de l'intérêt pour l'intelligence artificielle ou au contraire un public qui est très réticent. Et là aussi, ça permet, on va dire, de modifier, on va dire, la conception du produit qui pourrait intégrer l'intelligence artificielle. Et là, donc, dans le livre, on retrouve des formulaires qui peuvent parler de charge mentale, de préciser la qualité ou la quantité, la qualité des personas ou de comment appropriés ils sont pour un projet X ou Y. Est-ce que quand on a un formulaire à faire qui est un peu plus, qui n'est pas défini ou qui n'est pas définissable par aucun des modèles qui sont dans le livre, comment on procède? C'est quoi la méthodologie pour créer un formulaire qui est le plus objectif possible? Est-ce que le livre nous aide un peu à faire ça aussi? Alors, un petit peu, en tout cas, je l'aborde dans une partie. J'explique comment c'est construit et quels sont les critères qui font que le questionnaire qui a été créé est bon ou moins bon. Donc, il y a des critères, c'est souvent très statistique, en fait. Hein, c'est de la psychométrie, donc on vient calculer plein de choses. Je les explique un petit peu, mais pas en détail. Mais pour construire si on veut vraiment avoir quelque chose de très robuste, il y a on va dire un paradigme, un protocole, en fait, de création de formulaires, hein, de questionnaires, qui est assez connu, qui s'appelle le paradigme de Churchill. Et en fait, il faut suivre des étapes qui sont des étapes assez UX, hein, c'est-à-dire c'est des étapes itératives où on vient petit à petit affiner les questions, les sélectionner, jusqu'à avoir en fait un outil de mesure qui est suffisamment fiable. Donc oui, il y a une démarche. Il y a une démarche particulière. Et tous ces formulaires-là qui sont déjà, comme par exemple celui de la NASA, ont déjà leur charte d'interprétation, j'imagine. Donc, les résultats doivent se cumuler facilement de par les solutions ou le guide qui vient avec celui de la NASA, par exemple, ou tous les autres, celui sur les personnes. Ils ont chacun leur guide de résolution de comment je quantifie chacun de ces formulaires-là? Alors, plus ou moins. Il y en a qui donnent clairement des indications en fonction des scores, en disant, voilà, à partir de tel score-là, ça veut dire que c'est pas bon et qu'il faut corriger des choses et voilà comment on peut les corriger. Ça, il en existe. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus flous ou qui n'apportent aucune réponse, en fait. Donc, dans ce cas-là, le score en tant que tel, bien sûr, il peut aider. Hein. Si on a un score très faible, on peut se dire, on peut faire l'hypothèse que c'est pas très bien ce qu'on a fait. Enfin, en tout cas, que le résultat est pas très bon, qu'il faut corriger des choses. Mais si on a un score moyen, c'est difficile à interpréter. Donc c'est des questionnaires où ici, on va pouvoir peut-être plus les utiliser en comparant plusieurs produits. Du coup, on va se dire, ce produit-là qui a un meilleur score, il est meilleur que l'autre. Ou comparer plusieurs versions d'un même système. Si on fait de manière itérative progresser un système avec différentes versions, on peut dire, voilà, la première version, elle est moins bonne que la seconde version, donc c'est plutôt bon signe. Hein, c'est qu'au fur et à mesure de mes bêta tests, mes bêta versions, eh bien, j'ai un système qui est de mieux en mieux, qui évolue et qui a des scores de mieux en mieux. Et voilà. Et donc ça dépend en fait. Ça dépend en fait des formulaires. Justement, dans la construction d'un formulaire, on dit souvent que une fois qu'on a engrangé beaucoup de données, on peut commencer à établir en fait des sortes de seuils, comme tu dis, des seuils d'interprétation. Mais tous ne le font pas. Intéressant. Et les biais, c'est quoi les biais les plus courants qu'on voit justement dans l'utilisation des formulaires ou dans la création des formulaires, en fait? Les deux biais les plus courants pour moi, c'est le biais de dédérabilité sociale. Hein, c'est que la personne qui remplit le formulaire, elle fait l'hypothèse et elle veut
plutôt se présenter de manière positive, donc elle va plutôt surévaluer, hein, par exemple, ce qu'on lui présente, hein, le produit qu'on lui présente, et elle va mettre des notes plutôt élevées, trop élevées par rapport à ce qu'elle pense. Et puis l'autre biais le plus courant aussi, c'est le biais des réponses extrêmes. C'est des personnes qui ont du mal à estimer ce qu'elles pensent de manière moyenne. Hein, je sais pas si on leur demande sur une échelle de 1 à 7 si elles trouvent le système facile à utiliser ou pas. Quand c'est moyen, elles ont du mal à savoir si elles mettent 3, 4, 5, etc. Et elles ont plutôt tendance à dire oui, c'est facile, non, c'est difficile. Et du coup, à cocher les réponses extrêmes, du coup, plutôt 1 ou plutôt 7. Et il y a des populations très particulières, hein, notamment les enfants. Les enfants, ils ont beaucoup de difficultés à trouver des nuances dans leur jugement. Voilà. Donc, c'est les deux biais de réponse extrême et biais de désirabilité sociale qui sont les plus courants, à mon sens. Il y a clairement, en fait, hein, dans la construction généralement des échelles de Likert, comme on dit, la réponse du milieu, souvent c'est des échelles impaires, c'est-à-dire de 1 à 7, on a une réponse au milieu qui va être 4. Et du coup, la réponse 4, c'est, il y a même des questionnaires qui le disent explicitement, si vous ne savez pas quoi répondre, répondez au milieu. Voilà. Si vous êtes en balance. Ils ne sont pas tous comme ça je confirme. Mais ils sont pour en avoir vu certains, oui. Et c'est vrai qu'il y a des questionnaires qui ont été construits avec non applicables. Et malheureusement, en fait, dans une démarche, on va dire, purement rigoureuse scientifique, si le formulaire a été construit sans case à cocher non applicable, il ne faut pas en ajouter une case non applicable. Il faut utiliser le questionnaire tel quel et en expliquant à la personne, hein, ou en faisant l'hypothèse que si elle ne sait pas trop quoi répondre, elle va répondre au milieu. C'est super intéressant. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à toi et au plaisir. Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités, merci à mes collègues Jérôme Colombin, Thierry Weber, Stéphane Rico et Jean-François Poulain pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous aussi, qui avez été jusqu'à la toute fin de cette édition. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Et puis sinon, à lundi, si vous avez pris l'habitude d'écouter 120 secondes de tech au quotidien. Au revoir, portez-vous bien.